Le jour n'était pas encore levé que la route côtière de Byron Bay vibrait déjà au passage des premières camionnettes de surfeurs. Les phares découpaient des tunnels de lumière dans la brume salée. Les planches attachées sur les toits cliquetaient doucement, comme des promesses. Au bout du parking encore sombre, face à cette ligne d'horizon qui séparait le noir du ciel et du noir de la mer, Liam Turner serrait une tasse de café brûlant entre ses doigts. Le corps enveloppé dans une vieille parka, les cheveux encore en bataille. Il avait 23 ans, le visage marqué de ces petites rides autour des yeux qu'on gagne à force de sourire au soleil. Sa vie tenait en quelques objets, une planche, un vieux van et un téléphone craqué sur lequel il postait des vidéos de surf qui faisaient rêver des milliers d'internautes. Sur Internet, on le voyait comme ce gars de Byron qui ridait des vagues parfaites au ralenti. Musique épique, captions inspirantes. Mais ce matin-là, il n'y avait ni musique ni montage. Il y avait juste un jeune homme qui fixait l'océan avec le sérieux silencieux de quelqu'un qui sait que la mer ne doit jamais être prise pour acquise. À côté de lui, son ami Noah s'étirait en faisant craquer ses épaules. « Regarde-moi ça, Ali, on dirait une carte postale. » En réalité, la mer avait un visage plus ambigu. Le vent était tombé. La surface était lisse comme de l'huile, mais au large, on voyait quelques remous étranges, des zones plus sombres où quelque chose semblait bouger en profondeur. Des oiseaux marins passaient haut, sans plonger, comme s'ils avaient décidé que le petit déjeuner pouvait attendre. Liam fronça légèrement les sourcils. Son père, ancien pêcheur, lui avait appris à lire la mer comme on lit un livre. Quand les dauphins jouent près de la côte, disait-il, c'est bon signe. Quand tout le monde semble s'écarter, même les oiseaux, c'est que quelque chose de plus gros occupe la place. Mais la jeunesse a une manière particulière de négocier avec les pressentiments. On les entend, on les note, puis on se cache derrière une phrase « ça ira ». Ils descendirent le petit sentier de sable, planche sous le bras, pieds nus dans le froid. Le ciel commençait à pâlir, d'abord en violet, puis en rose pâle. Les vagues, loin au large, se succédaient en lignes régulières, propres, parfaitement dessinées, par un swell venu du large. Le type de matin que les surfeurs appellent « cadeau du ciel ». Sur la plage, quelques silhouettes s'échauffaient déjà, posant leurs planches, attachant leurs liches, ajustant leurs combinaisons. Le poste des sauveteurs, lui, était encore désert. Le service ne débuterait qu'un peu plus tard. On y va avant tout le monde, on prend les bombes, et on sort avant que ça se remplisse, lança Noah. Liam hocha la tête. Une petite voix intérieure murmurait qu'il valait peut-être mieux attendre que la patrouille de jet-ski repasse ou que le poste ouvre. Mais l'idée de se retrouver seul sur un pic parfait, sans aucune planche à l'horizon, brillait plus fort que la prudence. L'eau était plus froide qu'il ne l'avait imaginé. Quand il entra dans les premières torsières vagues, un frisson lui remonta le long de l'échine. Mais il continua d'avancer, posant sa planche, se couchant dessus, pagayant vers le large. À chaque mouvement, il sentait l'odeur de l'océan se mêler à celle du néoprène. Iode, sel, une pointe métallique. À quelques mètres, Noah glissait lui aussi, éparpillant de petites gerbes d'eau derrière ses mains. Ils franchirent ensemble la zone de shore break, puis se laissèrent porter par le ressac jusqu'à atteindre la ligne où les vagues commençaient à se former. Autour d'eux, la mer semblait étrangement vide. Pas de poissons volants, pas de silhouettes de dauphins, pas de mouettes qui piquent. Juste 2 surfeurs et une étendue de bleu sombre, encore marquée par les dernières traces de la nuit. Liam posa le menton sur sa planche, regardant la houle se lever au large. Les premières séries arrivaient. Une vague grossit, se courba, se dressa, puis s'effondra en un bruit sourd, trop loin pour eux. Il sentit l'excitation monter, c'était le matin parfait, celui qu'on se rejoue en boucle dans sa tête. Puis ce fut ce premier signe, discret, que son corps enregistra avant son cerveau. Une vibration légère, sous la planche. Pas le ressac, pas le courant. Une sorte de heurte infime, comme si quelque chose avait effleuré la carène. Il redressa un peu la tête, balaya l'eau du regard. Rien. Une autre vague arriva, il laissa passer. Noah, à côté, ne semblait pas avoir remarqué quoi que ce soit. « Tu sens pas que c'est étrange ?» demanda Liam. Noah haussa les épaules. « C'est juste nouveau swell, frère. Détends-toi. Regarde-moi cette droite qui arrive. » La vague suivante se dessina. Plus propre, plus haute, Noah se plaça pour la prendre. Liam, lui, préféra attendre encore, le cœur inexplicablement serré. Au moment où son ami se leva sur sa planche et disparut dans le creux de la vague, Liam resta seul, assis sur sa planche, tourné vers l'horizon. Un rayon de soleil perça alors les nuages, dessinant une bande dorée sur l'eau devant lui. C'est à cet instant précis qu'il le vit. D'abord, une simple différence de couleur dans l'eau, une ligne plus sombre, plus dense, qui avançait sous la surface. Puis la forme se précisa.
longue, massive, une ombre triangulaire qui se déplaçait avec la lenteur assurée d'un animal qui n'a pas besoin de se presser. Le temps sembla se contracter. Liam sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Les histoires de son père, les récits de vieux marins, les panneaux « Danger »,« Requin », aperçus des centaines de fois sur les plages australiennes, tout remonta d'un coup. Le requin passa, d'abord un peu en dessous, parallèlement à la planche. De là où il était, Liam pouvait distinguer le contraste entre le dos gris, sombre, et le ventre plus clair. Cette silhouette qu'il connaissait trop bien, en théorie. Ses yeux, lui, ne cherchaient pas les détails scientifiques. Ils s'accrochaient à une seule chose, la taille. 4, peut-être 5 mètres. Un grand blanc adulte, le seigneur de ces eaux. Il resta quelques secondes figé, incapable de décider s'il devait pagayer, crier ou ne plus bouger du tout. Une phrase entendue 1000 fois lui revint en mémoire. « Si tu vois le requin, c'est déjà une chance. La plupart du temps, tu ne le vois pas. » Cette pensée, loin de le rassurer, lui donna la sensation étrange d'être là par erreur, comme s'il avait pénétré dans une pièce où il n'était pas invité. Le requin fit un premier cercle large, à bonne distance. Liam le suivait des yeux, chaque mouvement de l'animal semblant ralentir le temps. Il aurait pu, à cet instant-là, pagayer tranquillement vers le rivage, rejoindre la plage, rire nerveusement de sa frayeur. Mais son corps, tétanisé, se contentait de serrer la planche entre ses cuisses. Le deuxième passage fut plus proche. Un léger heurt sous la planche, comme un test. La fibre vibra, le leash s'étira un peu. Liam poussa un petit cri qui se perdit dans le vent. Il sentit sa gorge se dessécher. Instinctivement, il posa une main sur l'eau, comme pour se raccrocher à quelque chose de plus stable. Ses doigts effleurèrent la surface, laissant des ronds qui s'éloignèrent. Le bruit, quand tout bascula, ne fut pas spectaculaire. Ce ne fut pas un rugissement, ni un éclaboussement hollywoodien. Ce fut un craquement sec, celui de la planche qui se fend sous la pression d'une mâchoire. Le grand blanc, remonté du dessous, avait heurté l'arrière de la planche en ouvrant sa gueule. Les dents se refermèrent sur le taille et sur la mousse, arrachant un morceau. Liam fut projeté en avant, les pieds quittant la planche, le corps basculant dans l'eau. L'océan, d'un coup, n'était plus ce tapis lisse et joli qu'il admirait du parking. C'était un volume, une masse, un territoire. Il sentit l'eau l'envelopper, le sel brûlait ses yeux, le leash tirait son pied vers le bas, là où la planche, désormais mutilée, flottait à moitié. Pendant une fraction de seconde, il n'y eut rien. Pas de douleur, pas de morsure. Juste cette sensation terrible d'être entré, entier, dans le monde du dessous. Puis il sentit quelque chose frôler sa jambe. Pas une morsure, pas un arrachement, une poussée, comme un tronc d'arbre vivant. Il battit des jambes par réflexe, essayant de remonter à la surface. Ses mains cherchèrent la lumière, il émergea enfin, avalant de l'air et de l'eau, les cheveux plaqués sur le front. « Liam !» La voix de Noah lui parvint de loin, brisée par le vent. Son ami venait de finir sa vague, et ce qu'il avait vu en se retournant l'avait glacé. Il pagayait maintenant à toute vitesse vers lui, les bras frappant l'eau avec une urgence qu'aucune compétition ne pourrait jamais provoquer. Liam, lui, ne voyait plus le requin. C'était presque pire. « reste calme », se répétait-il intérieurement, alors que tout, dans son corps, lui hurlait de fuir. Il se raccrocha à ce qui restait de sa planche, moitié brisée, moitié immergée. La mousse exposée flottait comme une blessure ouverte. Il savait que les vibrations de ses mouvements, le battement de son cœur, tout cela se diffusait dans l'eau. Noah arriva enfin à sa hauteur, les yeux grands ouverts, la respiration haletante. « Monte, monte, monte !» Il tenta de hisser Liam sur sa propre planche. Ce fut maladroit, chaotique, mais ils parvinrent à s'équilibrer, l'un couché sur l'autre, les deux corps superposés sur cette surface trop étroite pour deux vies. Noah commença à pagayer vers la plage, chaque coup de bras accompagné d'un coup d'œil rapide vers l'eau autour d'eux. Le grand blanc réapparut une dernière fois, à une dizaine de mètres. Sa dorsale fendit la surface, dessinant une ligne presque parfaite dans la lumière désormais dorée du matin. Il resta parallèle quelques secondes, puis, inexplicablement, s'éloigna, plongeant plus bas. Certains biologistes diront plus tard qu'il avait compris que la planche n'était pas une proie idéale, qu'il avait simplement testé, goûté, puis abandonné. Pour Liam, ce départ ressemblait à un verdict, laissé en vie par pure indifférence. Sur la plage, quelques promeneurs avaient compris qu'il se passait quelque chose. Les bras se levèrent, les téléphones sortirent, certains coururent prévenir les sauveteurs du poste voisin. Quand Noah toucha enfin le fond avec ses mains, il se leva d'un bond, tira Liam par le bras, l'arrachant à la mer en le tirant presque comme un paquet. Ils s'effondrèrent tous les deux sur le sable humide, les respirations bruyantes, le corps tremblant. Ce n'est qu'à ce moment-là que Liam sentit la brûlure à son mollet. Le requin ne l'avait pas vraiment mordu, pas au sens où on l'entend dans les légendes. Il avait entaillé la peau en heurtant la planche, laissant une longue coupure profonde mais pas mortelle.
Le sang coulait, rouge vif, contrastant avec le sable jaune. Un homme s'agenouilla à côté de lui, pressant une serviette contre la plaie. Une femme appelait les secours, la voix tremblante. L'hélicoptère des secours arriva plus tard. Les bruits de rotors frappant l'air. À l'hôpital, les médecins nettoyèrent, recousurent, parleront de chance absolue, de centimètres près. Les journalistes vinrent, ils demandèrent si Liam allait continuer à surfer. Il sut immédiatement que oui, mais il sut aussi que quelque chose avait changé. Quelques semaines plus tard, il retourna à Byron Bay. Il se remit à l'eau, un mai plus tôt, plus accompagné, avec un regard différent pour l'horizon. Il accepta de participer à une campagne de sensibilisation sur les requins, refusant qu'on parle de « attaques monstrueuses ». « Je suis entré chez lui sans invitation », disait-il dans une interview. Il a vérifié, il a goûté la planche, il est reparti. On ne peut pas demander à un requin de se comporter comme un chien dressé. Sur une étagère, dans son van, il conserva un morceau de sa planche brisée. Non comme trophée, mais comme rappel. Chaque fois qu'il le voyait, il se souvenait de ce moment suspendu, là-bas, sur cette mer lisse, où deux mondes s'étaient croisés à quelques secondes près. Et, depuis ce jour, lorsque le ciel est trop calme, lorsque les oiseaux se taisent et que l'eau ressemble à du verre, il attend un peu, regarde plus longtemps et murmure presque pour lui-même « Je sais maintenant que, dans ce silence-là, quelqu'un d'autre écoute aussi ». Le cap de Bonne-Espérance portait ce matin-là son masque le plus spectaculaire. Le ciel était d'un bleu insolent, la Table Mountain se découpait parfaitement dans la lumière et l'Atlantique étendait devant lui une mer d'un bleu profond, piquée de moutons blancs. Dans le petit port de Hood Bay, les bateaux d'observation attendaient pourtant les touristes, leurs coques blanches reflétant les premiers rayons du soleil. Les phoques, eux, n'attendaient en personne. Déjà, ils plongeaient et remontaient près des rochers, leurs silhouettes sombres dessinant des virgules dans l'eau. Élise Renaud se tenait sur le pont d'un de ces bateaux, un appareil photo professionnel pendu à son cou, les cheveux attachés en un chignon rapide, son carnet de notes coincé dans la poche arrière de son jean. Biologiste marine française, venue au Cap pour un programme de recherche sur les interactions entre phoques et requins, elle vivait ce matin comme un mélange exaltant de science et d'enfant intérieur comblé. Depuis l'adolescence, elle rêvait de voir des grands blancs dans leur milieu naturel. Elle avait lu les articles, étudié les statistiques, compris les dynamiques de prédation, mais une partie d'elle restait fascinée par l'idée de croiser ce regard-là. Sur le pont, les touristes se mélangeaient aux scientifiques. Il y avait un couple allemand en lune de miel, une famille sud-africaine avec 2 enfants surexcités, un vieux photographe anglais au visage tanné et un guide local, Sifo, grand, épaules larges, yeux habitués à scruter l'horizon. Il tenait un micro dans une main, une paire de jumelles dans l'autre. « Mes amis, bienvenue chez les seigneurs de ces eaux », lança-t-il avec un sourire. « Aujourd'hui, nous allons observer les phoques et peut-être, si la mer en décide ainsi, les requins. Mais souvenez-vous toujours, nous sommes ici comme des invités, pas comme des propriétaires. » Le bateau quitta le port dans un grondement de moteur, laissant derrière lui un sillage blanc. Élise prit place à l'avant, là où le vent fouettait le visage, là où l'on sentait le mieux l'odeur de l'océan, un mélange puissant de sel, de varech et de quelque chose de plus lourd, plus minéral. Les rochers de Dwicker Island, sanctuaire des phoques, se rapprochaient. On devinait déjà les silhouettes sombres, les aboiements rauques, la danse désordonnée de centaines d'animaux qui se jetaient à l'eau et en sortaient en un ballet perpétuel. Elle commença à filmer, laissant l'appareil tourner, capturant les jeux, les bagarres, les plongeons gracieux. Chaque fois qu'un phoque levait la tête, laissant tomber un filet d'eau brillante, elle appuyait sur le déclencheur, cherchant ce moment de pureté où un regard animal croise, juste un instant, l'objectif. Sifo commentait la structure sociale des colonies, les dangers, les migrations. Il parlait aussi des requins, non pas comme des monstres, mais comme des gestionnaires de l'équilibre, éliminant les animaux faibles, maintenant la santé du groupe. Le bateau coupa progressivement le moteur à proximité des rochers. Ils laissèrent l'embarcation dériver doucement. Des phoques curieux s'approchèrent, passant la tête hors de l'eau pour regarder ces humains agglutinés au-dessus de la mer. Les enfants riaient, pointant du doigt les nageurs maladroits et comiques. L'ambiance était légère, presque festive. C'est précisément dans ce genre de moment que la nature aime rappeler qu'elle a ses propres horaires. Élise, concentrée sur sa caméra, aperçut d'abord un changement chez les phoques. Certains cessèrent de jouer. Leur corps, habituellement détendus, se tendirent légèrement. On en vit quelques-uns se rapprocher des rochers, comme s'ils cherchaient une sortie de secours. Un silence relatif tomba sur une partie de la colonie, comme si une conversation était interrompue. « Vous voyez » murmura Sifo en ajustant ses jumelles. « Ils ont senti quelque chose. Un requin » demanda Élise, la voix soudain plus basse. « Peut-être, là, derrière,
Elle tourna son objectif dans la direction indiquée. D'abord, elle ne vit rien, juste des reflets, des ombres de vagues. Puis une forme se découpa. Juste sous la surface, une masse grise, élancée, qui se déplaçait avec une fluidité étonnante. Le bout de la dorsale fendit l'eau, discret, mais suffisamment net pour qu'on ne puisse plus douter. Un murmure parcourut le bateau. Les touristes, comme par réflexe, se déplacèrent tous du même côté, penchés au-dessus du bastingage. Élise sentit son cœur accélérer, non de peur, mais d'une sorte de révérence. C'était lui, un grand blanc, pas dans un documentaire, pas sur un écran. Là, à quelques mètres, parfaitement inscrit dans la réalité. Elle zooma, chercha le meilleur angle. La caméra capturait l'ombre, l'aileron, le dos rugueux qui apparaissait par moments lorsque l'animal changeait de direction. Le requin approcha d'abord des phoques en arc de cercle. Il ne fonçait pas, il observait. C'était un chasseur expérimenté, un stratège. Il guettait un animal isolé, blessé, distrait. Les phoques, bousculés, formaient maintenant des groupes plus serrés. Certains se hissaient sur les rochers, d'autres se tenaient à mi-chemin, prêts à plonger ou à fuir vers la terre. Le capitaine du bateau donna un ordre discret. Le moteur fut remis en marche, au ralenti, pour garder une distance respectable. Sifo demanda aux touristes de ne pas balancer d'objets, de ne pas crier pour attirer le requin. « Ce n'est pas un cirque », dit-il fermement. Mais l'un des enfants, trop excité, laissa tomber un petit sachet de chips à l'eau. Le plastique flotta, ridicule entre les vagues. Le requin, lui, s'en fichait des chips. En revanche, le bruit de l'emballage, les éclats de lumière sur le plastique, tout cela ajoutait du désordre dans un environnement déjà tendu. L'animal changea légèrement de trajectoire, se rapprochant du bateau. Élise sentit, à travers l'écran de sa caméra, la masse vivante se rapprocher. Le requin passa sous la coque, l'embarcation vibra légèrement. Un frisson parcourut les passagers. Le grand blanc remonta de l'autre côté, si près de la surface que son dos effleura presque le métal. Là, pour la première fois, Élise vit son œil. Ce n'était pas un œil injecté de sang, ni animé d'une haine quelconque. C'était un œil sombre, brillant, concentré, comme celui d'un animal qui mesure un volume, un bruit, une silhouette. Elle a eu la sensation vertigineuse que c'était elle qui était observée, elle, ses idées, ses peurs, son excitation. Puis tout s'accéléra. Un phoque, plus imprudent ou simplement mal placé, se jeta à l'eau à quelques mètres du bateau, essayant de rejoindre ses congénères. L'impact de son corps sur la surface fit un bruit sec. En une fraction de seconde, le requin bondit. Sa masse se contracta, ses muscles propulsèrent son corps vers le haut. Tout ce qu'Élise avait étudié sur la prédation se déroula sous ses yeux, plus rapide que ses notes, plus brutal que ses graphiques. Le requin jaillit, à moitié hors de l'eau, dans une explosion d'écume. Les passagers hurlèrent, certains reculèrent violemment, d'autres restèrent figés, la bouche ouverte. On aperçut des dents, une gueule qui se referme, un jaillissement d'eau mêlé de mousse. Le phoque disparut sous les vagues, happé par une force qui n'avait pas besoin de secondes tentatives. Le bateau se mit à tanguer. Tout le monde n'était pas resté à sa place. Plusieurs personnes, prises de panique, s'étaient précipitées du même côté, déséquilibrant l'embarcation. Une femme glissa, agrippant le bras de son mari. Le vieux photographe anglais heurta le bastingage, manquant de peu de passer par-dessus bord. Et puis, il y eut ce moment précis, où l'accident faillit devenir tragédie. Un jeune touriste espagnol, Javier, qui filmait avec son téléphone, trébucha, perdit l'équilibre et bascula à moitié. Son torse se retrouva au-dessus de l'eau, ses jambes agrippées de justesse par un autre passager. Ses mains, cherchant un appui, ne trouvèrent que du vide. Pendant une seconde, son visage se retrouva à moins de 2 mètres du point où le requin replongeait, sa gueule encore entr'ouverte. Élise, qui se tenait à quelques pas de là, lâcha sa caméra. Elle ne réfléchit pas. Son corps bougea avant sa tête. Elle se jeta en avant, glissa à son tour, tendant les bras. Ses doigts attrapèrent le col du gilet de Javier. Dans ce geste, elle sentit le poids de tout ce qu'elle tenait. Non seulement un corps, mais l'écart fragile entre un reportage sur la vie marine et un drame sanglant. Le requin, en redescendant, heurta légèrement la coque. Le bateau trembla. L'eau projetée éclaboussa le visage de Javier, qui se mit à crier. Plus de peur que de douleur. Élise, les muscles tendus, tira de toutes ses forces, aidée par 2 autres mains qui se joignirent aux siennes. Le jeune homme fut hissé à bord, pantelant, les yeux écarquillés, le visage couvert de gouttes d'eau salée qui pourraient tout aussi bien être des larmes. Sifo hurla un ordre au capitaine. « On s'éloigne, maintenant !» Le moteur rugit. Plus fort cette fois. Le bateau se remit à bonne distance des rochers, les passagers éparpillés sur le pont, certains assis par terre, d'autres agrippés à ce qu'ils pouvaient. Le grand blanc, lui, avait déjà repris sa trajectoire. Pour lui, la chasse était terminée. Il s'éloignait, le ventre rempli, insensible au chaos qu'il laissait derrière lui. Le silence
après la scène fut étrange. On n'entendait plus le cliquetis des appareils photo, ni les rires, ni les commentaires enthousiastes. Juste le bruit du moteur et le souffle court des passagers. Égouttant l'eau de ses cheveux, Javier tremblait, incapable de parler. Élise, à genoux sur le pont, sentait ses mains picoter, ses muscles brûler. Une partie d'elle avait envie de rire nerveusement. Une autre avait envie de pleurer. Sifo posa une main sur l'épaule d'Élise. « Vous lui avez sauvé la vie », dit-il simplement. Elle secoua la tête. « C'est pas moi, c'est tout le monde. C'est ce bateau qui… » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « C'est ce requin qui ne nous a pas choisis. » De retour au port, l'histoire circula vite. On parla du requin, du phoque, de Javier, tombé presque dans la gueule du monstre. Les journaux locaux cherchèrent déjà un titre. Frôlé par la mort dans la baie des requins, sonnait bien. Mais Élise, interrogée, refusa les phrases faciles. « Ce n'est pas un monstre », répéta-t-elle, face aux caméras. « C'est un prédateur. Il a fait ce qu'il fait depuis des millions d'années, chasser un phoque affaibli près des rochers. Nous avons décidé d'aller regarder ça de près, avec nos téléphones et nos cris. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi le requin est venu si près du bateau. La vraie question, c'est pourquoi nous croyons que nous pouvons nous tenir à quelques mètres d'une chasse sans accepter que le danger existe. » Les jours suivants, la vidéo de l'attaque se répandit sur les réseaux sociaux. On y voyait le grand blanc jaillir de l'eau, la panique à bord, le presque plongeon de Javier, la main d'Élise qui l'attrapait au dernier moment. Les commentaires oscillaient entre fascination morbide et haine injuste pour le requin. Dans les couloirs du centre de recherche, pourtant, on parlait d'autre chose. On parlait du comportement des phoques, de la trajectoire du requin, de la manière dont l'embarcation avait dérivé. On discutait des règles de distance, de l'éducation des touristes, de la responsabilité des opérateurs. On commença à modifier les consignes. Moins près, moins longtemps, plus de pédagogie sur les risques réels. Élise, elle, retourna en mer quelques jours plus tard. Sur un autre bateau, un matin plus gris, elle filma à nouveau les phoques, leurs pirouettes, leurs plongées. Au loin, elle aperçut une dorsale, plus petite cette fois. Elle sentit la même admiration qu'au premier jour, mais accompagnée désormais d'une gravité nouvelle. Dans son carnet, ce soir-là, elle écrivit « La mer ne nous doit ni spectacle ni sécurité. Quand nous entrons dans son théâtre, nous acceptons de partager la scène avec des êtres qui ne connaissent ni notre langage, ni nos règles, ni nos caméras. Le requin ne m'a pas laissé sans voix. Il m'a donné une langue plus honnête pour parler de lui. Et désormais, quand elle présentait ses conférences, elle projetait non seulement les images spectaculaires de l'attaque, mais aussi les secondes silencieuses d'avant et d'après. Celles où l'on voit simplement un animal qui fait ce pourquoi il est né, et des humains qui, tombés à la frontière de ce monde-là, apprennent soudain que le courage ne consiste pas seulement à regarder le danger dans les yeux, mais à accepter son existence sans le transformer en monstre de conte. À Hawaï, l'aube ne se contente pas d'arriver. Elle s'installe comme une cérémonie. Le ciel passe du violet profond au rose orangé, les nuages se teintent de doré, et l'océan immense se transforme en miroir irisé. Ce matin-là, la baie de Kona semblait presque irréelle, comme si quelqu'un avait exagéré la saturation des couleurs. Les palmiers se découpaient nettement sur l'horizon. Les bateaux de pêche revenaient déjà au port. Les mouettes poussaient leurs cris stridents au-dessus des rochers. Sur le quai, Kael Nakamura bouclait son gilet de stabilisation, le regard fixé sur la ligne où le bleu du ciel se noyait dans le bleu de la mer. À 32 ans, il avait ce calme particulier des gens qui ont passé plus de temps sous l'eau que dans les soirées. Enfant du coin, fils de professeur et de pêcheur, il avait grandi entre les récifs, les légendes des anciens et les documentaires de Cousteau. Aujourd'hui, il était guide de plongée et cameraman sous-marin, connu dans le milieu pour ses images léchées de requins, raies, tortues et bancs de poissons tournoyant en spirale. Ce jour-là, il n'accompagnait pas des touristes. Il plongeait pour lui, pour son projet personnel, un documentaire sur les seigneurs du récif nocturne, ces prédateurs qui patrouillaient les coraux au lever du jour. Il avait choisi ce spot précis, un tombant descendant à pic à une trentaine de mètres, connu pour ses requins soyeux et ses requins de récif. Pas de touristes, pas de rire nerveux, pas de questions. Juste lui, sa caméra, son binôme et l'océan. Son binôme, c'était Anna, biologiste marine portugaise, fraîchement arrivée sur l'île pour un programme de recherche. Elle ajustait sa combinaison, sa queue de cheval coincée dans la capuche, en vérifiant une dernière fois la pression de sa bouteille. « Tu es sûr que les conditions sont bonnes ?» Kael leva les yeux vers la surface, évaluant la houle presque inexistante, écoutant le bruit régulier des vagues sur les rochers. « Meilleur que ça, tu ne trouveras pas », répondit-il avec un demi-sourire. Visibilité de malade, peu de courant, et il y a eu un gros banc de thon cette semaine. Où il y a des thons, il y a des choses qui les suivent. Anna leva un sourcil. Tu veux dire des requins? Tu peux le dire,
Je préfère dire des personnages principaux. Ils embarquèrent donc sur le petit Zodiac, piloté par un jeune capitaine local qui mâchait son chewing-gum avec l'air blasé de celui qui a tout vu. En réalité, il jetait parfois des regards presque religieux à l'océan, comme s'il était partagé entre familiarité et superstition. Le moteur ronronna. Le bateau s'éloigna du rivage, laissant derrière lui une traînée mousseuse. L'air était plus frais au large, chargé de sel et de promesses. Arrivé sur le site, Kaël donna les dernières de consignes, ce mélange de rigueur et de légèreté qui le caractérisait. On descend le long du mouillage, on suit la paroi à main droite jusqu'à 25 mètres, on se pose près de la cassure. Tu filmes, j'observe, et si on a de la chance, on aura quelques danseurs en costume gris. Tu restes près de moi, ici, c'est leur salon. Ils basculèrent à l'eau en arrière, un bruit sourd, un éclat d'écume, puis tout changea. Sous la surface, le monde perdait ses angles. La lumière se faisait plus douce, filtrée par la colonne d'eau. Les sons devenaient lointains, étouffés, comme si la mer imposait un autre tempo. Les bulles montaient en colonnes argentées vers la surface, traçant des chemins éphémères. À mesure qu'ils descendaient, le récif se révéla. Des coraux en forme de table, des gorgones fines, des anémones qui s'ouvraient paresseusement. Des poissons papillons glissaient entre les branches de corail. Des demoiselles bleues formaient des nuages vibrants au-dessus des têtes de roches. Kaël avançait avec l'aisance d'un habitant, ses palmes effleurant à peine l'eau, ses mouvements mesurés. Il vérifia le manomètre, jeta un œil à Anna, qui lui fit signe que tout allait bien. À 25 mètres, la lumière se faisait plus bleue, plus dense. Le récif tombait brusquement, plongeant dans un bleu plus profond encore. C'est là, à cette frontière entre le plateau et l'abîme, que Kaël décida de se poser. Il s'accrocha à une excroissance rocheuse, stabilisant sa flottabilité, puis sortit sa caméra. Anna s'installa légèrement en retrait, observant le champ de vision. Elle connaissait son rôle, réduire sa présence, laisser les animaux se concentrer sur cet étrange objet noir qui ressemblait moins à un prédateur qu'à une curiosité. Quelques minutes passèrent, rythmées par le seul bruit des bulles. Puis, comme toujours dans l'océan, quelque chose changea. Un banc de poissons-chèvres apparut, se déplaçant en formation serrée le long du tombant. Derrière eux, à une dizaine de mètres, une silhouette fuselée se dessina, un requin soyeux, puis un deuxième. Kaël sentit ce frisson familier, mélange d'admiration et de vigilance. Il orienta sa caméra, suivant le mouvement gracieux des requins. Il glissait, avec une fluidité presque irréelle, épousant les courbes de la paroi, effectuant des arcs lents avant de disparaître et de revenir. Il ne fonçait de pas, il ne tournait pas frénétiquement. Ils patrouillaient comme des gardiens. Anna aussi les observait, notant mentalement leur taille, leur nombre, leur trajectoire. Elle savait que, statistiquement, ces requins n'étaient pas considérés comme particulièrement dangereux pour l'homme. Mais elle savait aussi que l'océan ne lit pas les statistiques. Elle jetait des coups d'œil réguliers à Kaël, qui semblait complètement absorbé par son cadrage. Après une dizaine de minutes, les soyeux se rapprochèrent. Kaël sentit le premier passer à moins de 3 mètres, puis 2. Il pouvait voir le détail de la peau, les petites cicatrices, les yeux noirs légèrement brillants. Le requin inclinait parfois la tête, comme pour mieux percevoir ce drôle de corps plein de bulles et de métal qui se trouvait sur son chemin. C'est à ce moment précis que l'incident se produisit, aussi soudain que déroutant. Kaël voulut ajuster un réglage sur sa caméra. La poignée métallique scintilla brièvement à cause d'un rayon de lumière venu de la surface. Cette lueur rapide, combinée à un mouvement de poignet un peu brusque, suffit à déclencher une réaction. Pour un requin, un éclat métallique soudain, c'est souvent le signe d'un poisson en détresse, d'une écaille, d'une cible. Le plus proche des soyeux modifia sa trajectoire. En une fraction de seconde, il passa d'une patrouille circulaire à une approche directe. Il fonça, pas avec la fulgurance d'un grand blanc en pleine chasse, mais avec la détermination d'un animal qui vient vérifier ce qui brille. Kaël ne vit pas tout de suite le changement dans le langage corporel du requin. Anna, elle, le vit. Elle voulut attirer son attention, mais tout alla trop vite. Le requin heurta la caméra de plein fouet. Le choc fut violent. L'objet lui échappa des mains, tournoya, projetant des bulles et des éclats de lumière. Le bras de Kaël fut tiré en arrière, son épaule heurta la paroi. Il sentit une douleur vive, aiguë, remonter jusqu'au cou. Sa main se referma sur du vide. Anna vit la caméra filer lentement vers le tombant, commençant sa chute vers des profondeurs où il ne pouvait pas la suivre. Elle vit aussi le requin tourner encore une fois autour de Kaël, comme s'il voulait s'assurer que cette chose métallique n'était vraiment pas comestible. Le cerveau de Kaël, saturé par le choc, mit quelques secondes à se réorganiser. Il vérifia instinctivement son corps, pas de morsure, pas de sang visible, juste cette douleur oppressante dans l'épaule et un début de panique qui montait comme un courant froid le long de la colonne vertébrale. Ses yeux cherchèrent la caméra. Il la vit,
plus bas, dérivant à quelques mètres du tombant, encore accessible mais pour peu de temps. Et, dans un acte à la fois absurde et profondément humain, il pensa d'abord au film perdu, des heures de préparation, des images rares, son projet, son rêve. Il eut cette impulsion de foncer vers la caméra, de plonger plus bas pour la rattraper. Ses palmes battirent déjà l'eau dans ce sens, Anna le rattrapa par le bras. Son regard, derrière le masque, était dur, presque sévère. Elle secoua la tête, pointa son ordinateur de plongée qui affichait la profondeur maximale de sécurité, puis le tombant qui plongeait vers un bleu sans fin. Elle leva 2 doigts devant ses yeux, un pour la caméra, un pour leur vie, puis elle serra le poing sur son propre gilet, signifiant « on remonte ». Il y eut un instant de lutte intérieure dans le regard de Kael, puis la douleur dans son épaule se rappela à lui. Il regarda une dernière fois la caméra qui s'enfonçait lentement, comme un petit satellite noir disparaissant dans le cosmos. Puis il hocha la tête. Ils commencèrent la remontée. Le récif semblait différent, soudain. Les poissons, lents, paisibles, continuaient leur vie, indifférents au drame minuscule qui venait de se jouer. Les requins, eux, s'étaient déjà éloignés, reprenant leur ronde plus bas. Pour eux, ce n'avait été qu'un heurt, une curiosité sans intérêt. Pour les 2 plongeurs, c'était un rappel fulgurant. Là-dessous, ils n'étaient ni héros, ni réalisateurs, seulement des invités fragiles. À la profondeur du palier de sécurité, ils s'immobilisèrent quelques minutes, suspendus dans cette couche d'eau où l'on apprend la patience. Les bulles montaient, régulières. Kael sentait son épaule pulser à chaque respiration. Anna, à côté, lui fit le signe « ça va ?» Il répondit vaguement oui, même s'il savait que ce « ça va » recouvrait beaucoup de choses, le corps, l'ego, le projet. Ils émergèrent enfin. Le soleil avait grimpé plus haut, la mer scintillait à nouveau, magnifique et indifférente. Le capitaine les aida à remonter, puis vit la grimace de Kael lorsqu'il essaya de retirer son bloc. « Épaule ? Épaule » répondit Kael entre ses dents. Sur le bateau, allongé, une poche de glace improvisée sur l'articulation, il regardait l'eau en silence. Anna, assise à côté de lui, laissa passer quelques minutes avant de parler. « Tu sais que tu aurais pu descendre après cette caméra et qu'on aurait pu ne jamais te revoir, hein ?» Il soupira. « Je sais, c'est débile. Mais c'était tout mon projet, toutes mes économies, toutes ces heures, et ton épaule, et ta vie. » Il ferma les yeux. L'image du requin fonçant sur la caméra, le choc, la rotation folle de l'appareil, tout repassait en boucle. Il réalisa soudain que la mâchoire aurait tout aussi bien pu heurter sa main, son avant-bras, son torse. Il n'y avait pas eu attaque dans le sens d'un prédateur ciblant une proie mais s'il y a eu proie humaine. Il y avait eu collision entre la curiosité d'un chasseur et l'ego d'un cadreur. Les jours suivants, l'histoire se répandit dans la petite communauté de plongeurs. Certains se moquèrent gentiment de lui. Le requin n'a pas voulu te manger, juste te voler ta caméra. D'autres, plus sérieux, rappelèrent combien il était facile de sous-estimer la rapidité d'un requin, surtout lorsqu'on tient dans ses mains un objet brillant, vibrant, qui mime par accident le comportement d'une proie. Pour Kael, la blessure à l'épaule fut un rappel au repos forcé. Quelques semaines sans plongée, des séances de rééducation. Beaucoup de temps pour réfléchir. Un soir, assis sur la plage, regardant les vaguelettes se perdre sur le sable, il prit enfin son carnet. Il écrivit « Le requin ne m'a pas attaqué, il a testé un signal. C'est moi qui ai mis ce signal entre ses dents. » Nous parlons souvent de risque en plongée, comme s'il venait de l'animal. Mais parfois, le danger vient surtout de notre obstination à vouloir tout filmer, tout posséder, même le plus fugace des regards. Quelques mois plus tard, il retourna à l'eau, caméra en main. Une nouvelle caméra, achetée à crédit. Mais cette fois, il avait ajouté quelques règles à son propre protocole. Jamais de descente pour sauver du matériel, jamais de geste brusque quand un prédateur s'approche, toujours considérer que l'animal ne sait pas ce qu'est un cinéaste. Son documentaire finalement, ne parla pas seulement des requins. Il parla aussi des mains qui tiennent les caméras, des choix qu'elles font, de la manière dont l'envie de montrer le sauvage peut parfois nous faire oublier que nous sommes, nous aussi, des animaux dangereux quand nous laissons notre curiosité devenir une forme d'aveuglement. Et dans la séquence finale, alors que les images montrent un requin soyeux, passant calmement devant l'objectif, une voix off dit simplement « Ce n'est pas parce que nous n'avons pas été mordus que nous avons été prudents. » Parfois, le miracle, c'est juste que l'océan nous pardonne notre arrogance pendant un jour de plus. En Floride, les cartes postales aiment montrer les Keys comme un collier de joyaux posé sur un océan turquoise. Des ponts interminables au-dessus d'une eau transparente, des palmiers, des bars au bord de la route qui promettent du rhum, de la musique et des couchers de soleil dignes d'Instagram. Pour Maya et Ethan Collins, fraîchement mariés, les Keys représentaient exactement cela.
Un rêve suspendu entre ciel et mer, une parenthèse avant de retourner à leur bureau, leurs factures, la routine. Ils avaient choisi Key Largo pour une raison précise. Un sentier de plongée autour d'une épave célèbre, un vieux cargo reposant sur un fond sablonneux, recouvert de coraux et d'algues, devenu refuge pour des milliers de poissons. Les photos qu'ils avaient vues montraient des bancs de poissons perroquets, des tortues, parfois même des requins. Pas dangereux, juste majestueux, avait dit l'agent de voyage. Et puis, entre un mariage stressant, des parents trop présents et un emploi du temps surchargé, l'idée de flotter ensemble dans un silence bleu sonnait comme un luxe impossible à refuser. Le matin du départ, le soleil se levait déjà haut dans le ciel lorsqu'ils montèrent à bord du bateau de plongée. Maya ajustait sa combinaison avec ce mélange d'excitation et d'appréhension. Elle n'était pas une plongeuse expérimentée, elle avait obtenu son brevet quelques mois plus tôt, en piscine puis dans un lac, loin des vagues et des courants marins. Ethan, lui, était plus à l'aise, ancien nageur, habitué à l'eau, amoureux des documentaires sur la faune marine. « Relax », lui murmura-t-il en serrant sa main. « On sera comme dans un aquarium géant. Avec un guide, du matériel top, tout le tralala. Et si tu paniques, tu me serres le bras, d'accord ?» Elle hocha la tête, sourit, mais son regard ne quittait pas l'horizon. Le bateau quittait le port, laissant derrière lui les bâtiments colorés et les mouettes. La brise était chaude, chargée d'odeurs de sel et d'essence de moteur. À bord, se trouvaient une dizaine de personnes. Un couple de retraités allemands, un trio d'amis brésiliens, une jeune femme seule avec une caméra flambant neuve, et surtout, un guide au sourire éclatant, Jackson, plongeur professionnel, qui expliquait les consignes avec un ton sérieux mais rassurant. « Écoutez bien, on va descendre le long de la ligne de mouillage jusqu'à l'épave, vers 18 mètres. Le courant est un modéré aujourd'hui, mais restez toujours à portée de vue de moi ou de votre binôme. Ne poursuivez pas les animaux, ne touchez à rien, ne mettez pas les doigts dans les trous, car ici, tout le monde a des dents, même ceux qu'on ne voit pas. » Le bateau arriva sur le site. L'eau était d'un bleu profond, mais d'une clarté impressionnante. On voyait déjà, sous la surface, l'ombre sombre de l'épave se dessiner. Le capitaine largua l'ancre, Jackson vérifia la ligne, puis s'invita les plongeurs à s'équiper. Les blocs d'air comprimés cliquetaient, les gilets se gonflaient un peu, les palmes claquaient sur le pont. Maya sentit son cœur accélérer. Elle inspira profondément, gonflant son ventre, comme on le lui avait appris, puis plaça son détendeur dans la bouche. Le goût du caoutchouc et de l'air sec lui remplit la gorge. Ethan lui fit le signe « OK » avec sa main. Elle répondit, même si tout n'était pas complètement OK. À l'intérieur, ils basculèrent à l'eau par groupe. Le choc de la fraîcheur sur le visage, le bref moment de désorientation, puis la sensation de flotter portée par le gilet. Maya regarda autour d'elle, surprise par la beauté immédiate de ce nouveau monde. Le soleil dessinait des rayons dans l'eau, des poissons argentés tourbillonnaient juste sous la surface. Le bateau semblait soudain loin et petit. Ils commencèrent la descente le long de la corde, main après main. À chaque mètre, les sons de la surface s'évanouissaient un peu plus. Le monde se teintait de bleu. À mi-chemin, Maya sentit une panique monter dans sa poitrine, la sensation d'être entourée d'un volume d'eau immense, sans repère familier. Ethan se tourna vers elle, posa sa main sur son épaule, lui fit le signe de respirer plus lentement. Ses yeux, derrière le masque, étaient calmes. Elle se raccrocha à ce regard comme à une bouée. Sa respiration finit par se caler sur le rythme de ses bulles. L'épave apparut soudain, massive, fantomatique. Posé sur le sable, le cargo semblait à la fois mort et vivant. Mort en tant que machine, vivant en tant que récif artificiel. Des bancs de swamp policiers, des dents de poissons arc-en-ciel glissaient le long de la coque, des murènes se cachaient dans les ouvertures, des coraux mous ondulaient au gré du courant. Ils s'approchèrent lentement, survolant le pont noyé, passant près des hublots désormais habités par des crevettes. Maya était fascinée. Sa peur initiale s'était dissolue dans cette beauté silencieuse. Elle se laissa porté quelques instants par le courant, tenant la main d'Ethan comme dans une danse lente. Jackson, un peu en avant, leur montrait des détails. Une vieille hélice recouverte d'algues, une tortue posée sur le sable, un banc de poissons soldats qui se réfugiaient sous une poutre. Ce fut au moment où tout semblait parfaitement sous contrôle que les choses se compliquèrent. Un léger changement de courant d'abord, juste assez pour faire dériver un peu le groupe. Rien d'alarmant, mais suffisant pour que Jackson fasse un signe de regroupement. Alors que tout le monde ajustait sa position, un nouveau personnage entra en scène. Une silhouette apparut sur le bord du champ de vision de Maya. Longue, rayée, imposante. Un requin-tigre. Il s'avançait avec une lenteur presque nonchalante, sa tête massive oscillant légèrement, son corps rayé glissant dans l'eau comme un morceau de nuit en mouvement. Il n'était pas encore tout près, mais il était clairement là. Maya sentit son ventre se nouer.
Ses mains se crispèrent sur le gilet d'Ethan. Il tourna la tête, vit l'animal et eut ce micro-moment de vertige que même les plongeurs les plus expérimentés ressentent lorsqu'un prédateur entre dans leur champ de perception. Jackson aussi avait vu le requin. Son regard changea, passant du mode guide touristique au mode gestion de risque. Il fit signe à tout le monde de se rapprocher de l'épave, de se coller plus près à la structure, de réduire leur silhouette. Il orienta son propre corps de manière à se placer entre le requin et les plongeurs les plus novices. Le requin-tigre continuait d'approcher, pas en ligne droite, mais en spirale douce. Il s'approchait, s'éloignait, tournait, revenait. Ses mouvements n'étaient pas agressifs, mais ils n'étaient pas non plus indifférents. Il évaluait l'odeur d'homme, la vibration du métal, les bulles, tout cela formait un tableau étrange. Maya avait l'impression que son cœur allait exploser. Elle essayait de maintenir une respiration régulière, mais ses inspirations devenèrent trop rapides, ses expirations trop courtes. Elle sentit un début de vertige. Ethan resserra sa main, lui fit signe de le regarder. Il lui montra son propre rythme de respiration avec la main, lui rappelant silencieusement que la panique, ici, était l'ennemi numéro 1. Le requin s'approcha encore, passant maintenant à moins de 5 mètres. On pouvait voir la texture de sa peau, rugueuse, les motifs sombres sur son flanc, la fente de sa bouche entr'ouverte, laissant entrevoir quelques rangées de dents. Ses yeux, sans paupières mobiles comme les nôtres, semblaient d'une neutralité glaçante. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une absence totale de jugement moral. Puis, un détail changea tout. L'un des plongeurs brésiliens, un peu en retrait, avait emporté une petite caméra fixée sur une perche. Dans un mélange d'excitation et de nervosité, il décida de la tendre vers le requin pour avoir un plan de fou. La perche, fine, vibrait dans l'eau. La petite caméra scintillait. Jackson vit le geste et poussa un cri étouffé à travers son détendeur, bulles éclatant autour de lui. Il fit un signe furieux. Non, mais le mouvement était déjà parti. Le requin, attiré par cette extension étrange, tourna légèrement la tête et approcha la caméra. Son museau entra en contact avec l'objet. Un contact bref mais suffisant pour modifier son comportement. Il s'écarta, revint puis, dans une réaction rapide, donna un coup avec la gueule. L'impact arracha presque la perche des mains du plongeur brésilien. Dans sa panique, celui-ci lâcha la caméra. Elle fila vers le fond, tourbillonnant. Dans le mouvement, son corps se déstabilisa. Il heurta Maya, qui, surprise, lâcha la main d'Ethan. Ce fut ce micro-moment de désunion qui ouvrit une faille. Maya dériva de quelques mètres, entraînée par le courant. Elle essaya de se repositionner, mais ses palmes frappèrent l'eau avec trop de nervosité. Ses mouvements désordonnés créèrent un nuage de bulles et d'ondes. Le requin, à quelques mètres, sentit ce changement. De l'agitation, un mouvement chaotique. Pour un prédateur, c'est souvent le signal d'une proie blessée. Il changea de trajectoire, se rapprochant un peu plus. Maya le vit enfin en face. Il semblait immense, occupant tout son champ de vision. Le temps se dilata. Elle sentit une montée brutale de terreur, primaire, ancienne, ancrée dans chaque fibre de son corps. Ethan la vit dériver, vit le requin modifier sa trajectoire. Il aurait pu se tétaniser, mais quelque chose de plus ancien que sa peur prit le contrôle. Il nagea vers elle en diagonale, se plaça légèrement entre elle et l'animal, sans pour autant foncer dessus. Il étendit les bras pour augmenter sa taille apparente, comme on le lui avait appris dans une formation continue. Jackson, comprenant ce qu'il faisait, rejoignit le mouvement. Il se plaça à côté d'Ethan, les deux formant une sorte de meulement. Il tenait une perche rigide, non pour frapper mais pour garder une distance si le requin s'approchait trop. Le requin-tigre ralentit, évalua cette nouvelle configuration. Au lieu d'une forme isolée, désorganisée, il voyait maintenant un groupe plus compact, plus grand, plus cohérent. Il fit un dernier passage, à quelques mètres, puis, comme si le calcul ne valait plus l'effort, s'éloigna. Sa silhouette se fondit à nouveau dans le bleu. Maya, elle, respirait trop vite, trop fort. Le danger immédiat s'éloignait, mais le combat n'était pas fini. Il se déroulait maintenant à l'intérieur de sa cage thoracique. Ses mains tremblaient, ses jambes aussi. Ethan se rapprocha, plaça son visage à quelques centimètres du sien, lui fit le signe de ralentir sa respiration. Il posa sa main sur son gilet, comme pour lui redonner un centre. Jackson regarda sa montre, évalua la profondeur, le temps de plongée, l'état du groupe. Il prit une décision rapide. Terminé ici, il fit le signe de remonter le long de la ligne. Personne ne protesta. La remontée fut silencieuse, tendue. L'épave s'éloigna sous eux, devenant une ombre floue. Les bulles montaient, surtout celles de Maya, plus nombreuses, plus larges, trahissant encore une respiration agitée. À 5 mètres, ils marquèrent le palier de sécurité. 3 minutes suspendues entre deux mondes, 3 minutes pour laisser la physiologie faire son travail, mais aussi pour laisser la peur reprendre une taille humaine. À la surface, le bateau les accueillit avec un mélange de soulagement et de curiosité. Le capitaine avait vu, de loin, une dorsale,
des bulles plus nombreuses, un mouvement inhabituel. Il aida Maya à remonter, la prit par le bras, la guida jusqu'au banc. Elle retira son masque, des larmes se mêlaient à l'eau de mer sur son visage. Ethan monta à son tour, retira son détendeur, éclata d'un rire nerveux, ce rire qui frôle les larmes. Jackson monta en dernier, le regard encore sous l'eau, comme si visuellement il refusait de quitter la scène tant qu'il n'avait pas vérifié que tout était vraiment terminé. « Ça va ?» demanda-t-il à Maya en posant un genou devant elle. Elle inspira profondément, chercha ses mots. « J'ai cru que… » Elle n'arrivait pas à finir sa phrase. Ethan répondit à sa place, doucement. Elle a cru qu'on allait finir notre lune de miel dans le ventre d'un documentaire animalier. Un léger rire passa parmi les plongeurs, un rire fragile, comme une vitre qui pourrait se briser. Jackson secoua la tête. « Vous avez tous fait ce qu'il fallait, sauf un petit détail. On ne tend pas un bâton avec une caméra sous le nez d'un requin-tigre. Ce ne sont pas des influenceurs, ce sont des prédateurs. » Le plongeur brésilien, honteux, s'excusa plusieurs fois. « Je voulais juste un plan. »« Tu l'as eu ?» répondit Jackson, « dans ta tête. Et c'est plus que suffisant. » De retour au port, l'incident fut raconté, re-raconté, avec plus ou moins de précision. On parla de requin-tigre géant, de charge, de presque drame. Mais pour Maya, ce qui restait, ce n'était pas le moment où le requin avait approché. C'était le moment où Ethan s'était placé devant elle, où Jackson s'était ajouté à ce mur fragile, où l'idée de « nous deux contre le monde » avait pris une forme très concrète, à 18 mètres de profondeur. Le soir, sur la terrasse d'un petit restaurant donnant sur le port, ils burent un verre en regardant le soleil se coucher derrière les bateaux. La mer, là-bas, reprenait sa couleur de carte postale. « Tu regrettes ?» demanda Ethan en jouant avec la paille de son verre. « De quoi ? D'être descendu, de l'épave, du tigre rayé. » Elle réfléchit un instant. « Non, mais j'ai arrêté de croire que la mer était un décor. Elle a ses propres personnages principaux. Nous, on est juste des figurants qui ont eu le droit de repartir par la porte de sortie. » Ils trinquèrent. Dans son téléphone, plus tard dans la soirée, Maya écrivit une note. « Un requin-tigre nous a frôlés. Mais ce n'est pas lui qui m'a laissé sans voix. C'est l'instant où j'ai compris que l'amour, parfois, c'est quelqu'un qui se met entre toi et quelque chose qui ne te déteste même pas, mais qui peut te détruire sans le vouloir. » Et longtemps après cette lune de miel un peu trop mouvementée, lorsqu'ils racontaient cette histoire à leurs amis, ils ajoutaient toujours la même conclusion. Les requins ne sont pas des monstres. Les monstres, ce sont nos illusions de contrôle. Le danger, lui, est bel et bien réel, et c'est pour ça que la vie a autant de saveur quand on en revient. À Nusa Penida, le matin se levait dans une lumière laiteuse, filtrée par une fine brume qui enveloppait les falaises. Les bateaux de plongée accrochés au mouillage oscillaient doucement, tirés par un courant invisible qui traversait le canal entre les îles. Pour les touristes débarqués la veille, c'était un décor de carte postale. Eau turquoise, plage de sable blanc, warung qui sentait le café et le riz sauté. Pour les plongeurs locaux, c'était autre chose. Un territoire magnifique, oui, mais tranchant comme une lame où la beauté et le danger cohabitaient en permanence. Ren Wei se tenait assis sur le bord du bateau, palmes aux pieds, masque relevé sur le front. Photographe sous-marin amateur devenu presque professionnel, il avait économisé pendant des mois pour ce voyage à Bali. Il rêvait du cliché parfait, celui qui ferait exploser son compte sur les réseaux. Une raie manta géante planant au-dessus de lui, aile déployée, lumière parfaite, composition irréprochable. À force de regarder des vidéos et des photos travaillées, il en avait presque oublié que la mer n'était pas un studio et que les animaux n'étaient pas des figurants. Le guide, Mad, un balinais à la peau tannée par le soleil et au regard calme, briefait le groupe. Il parlait un anglais simple mais précis, ponctué de gestes clairs. Ici, courant fort parfois. Vous restez derrière moi, pas au-dessus du récif, vous ne poursuivez pas les raies. Elles viennent à vous si elles veulent. Si courant trop fort, on dérive, on remonte ensemble. Il jeta un regard à chacun. Ren soutint le sien avec un mélange d'impatience et de respect. Mad continua. « Et les requins ?» demanda une voix depuis le fond du bateau, un jeune Australien souriant. Le guide haussa légèrement les épaules. Parfois requin de récif, parfois marteau plus profond, rarement très près. Vous ne paniquez pas, vous êtes invité ici. Rappelez-vous ça. Le moteur ralentit, le site de plongée était arrivé. Au-dessous, l'eau avait une couleur particulière, un bleu mêlé de vert, strié de lignes plus sombres qui trahissaient la présence de courants froids venant du large. Ren sentait déjà son cœur battre un peu plus vite. Il ajusta sa caméra dans son caisson étanche, vérifia les réglages, inspira profondément. Un à un, ils basculèrent en arrière, disparaissant dans un plouf maîtrisé. L'instant où la surface se referma sur lui surprit toujours Ren, même après des dizaines de plongées. Le monde sonore se rétrécissait d'un coup,
remplacé par le grondement lointain du moteur, puis par le bruit régulier de sa propre respiration. Des bulles montaient devant son visage, éclatant à la surface, laissant derrière elles de petites traînées argentées. Ils descendirent le long du mouillage, la main glissant sur la corde. La première couche d'eau était tiède, rassurante. Puis, d'un coup, ils croisèrent une veine froide qui fit frissonner Ren à travers sa combinaison. Le thermocline se voyait presque comme une zone de flou dans la colonne d'eau. Le récif se révéla peu à peu, couvert d'éponges, de coraux durs, de gorgones qui se balançaient au rythme du courant. Mad avançait en tête, silhouette sombre légèrement en dessous du groupe, scrutant les environs. Il jetait régulièrement un coup d'œil en arrière pour s'assurer que tout le monde suivait. Ren, lui, se laissait un peu porter, trop concentré sur l'écran de sa caméra. Il filmait les nuages de poissons en tiasse, les balistes qui zigzaguaient, les colonnes de bulles qui montaient en arrière-plan, composant mentalement des scénarios pour ses vidéos. La première raie manta apparut comme une ombre au-dessus d'eux. Elle venait du bleu, lente, majestueuse, ses grandes ailes ondulant avec une grâce presque irréelle. Ren sentit son souffle se bloquer un instant. Il orienta immédiatement la caméra vers elle, oubliant tout le reste. La manta glissa au-dessus du groupe, frôlant presque les bulles, puis amorça un virage large, revenant vers ce qui semblait être une station de nettoyage, là où des poissons venaient déparasiter sa peau. Le groupe s'arrêta, s'agenouillant presque sur le récif, dans le respect des distances de sécurité. Ren, lui, voulut se placer exactement en dessous pour obtenir cette fameuse contre-plongée parfaite. Il se décala légèrement, s'éloignant de quelques mètres du reste du groupe. Personne ne le remarqua immédiatement. La manta passa de nouveau au-dessus de lui. Il déclencha une rafale de photos, hypnotisé par le jeu de l'ombre et de la lumière sur ses nageoires. À travers son viseur, le monde se réduisait à cette danse. Il ne prêtait plus attention au courant, qui s'intensifiait légèrement. Il ne remarquait pas que, sous lui, le plateau corallien s'interrompait, laissant place à un tombant qui plongeait dans un bleu plus dense. Mad se tourna une nouvelle fois vers le groupe. Il fit l'appel silencieux des regards, compta les silhouettes. Quelque chose n'allait pas. 1, 2, 3... Il lui manquait un plongeur. Ses yeux balayèrent les environs. Il aperçut enfin Ren, un peu plus loin, déjà dérivant doucement vers le bord du tombant, toujours concentré sur sa manta, inconscient des mètres qui s'ouvraient sous lui. Le guide serra la mâchoire. Il aurait voulu l'attraper par le poignet et le secouer. Mais pour l'instant, il prit une décision calme. Il fit signe au reste du groupe de rester en position. Puis il nagea vers Ren, tranchant l'eau avec des mouvements puissants et contrôlé. C'est à ce moment-là qu'un autre acteur entra en scène. Depuis le bleu profond, une silhouette différente se dessina, plus longue, plus massive, avec une tête étrange, en forme de T. Un requin-marteau, probablement un grand requin-marteau à licorne, remontait des profondeurs, attiré par le courant, les poissons, le balai des mantas et, surtout, les vibrations nouvelles de ces animaux qui n'étaient pas de son monde. Ren ne le vit pas tout de suite. À travers son viseur, il suivait la manta. Mais la caméra, elle, enregistra derrière elle une seconde ombre, plus sombre, qui se rapprochait. Le requin-marteau tournait en large cercle, se rapprochant à chaque passage. Son œil latéral, situé au bout de cette étrange tête, captait des informations que Ren ne pouvait pas imaginer. Mad, en nageant vers le photographe, aperçut la forme. Son ventre se serra. Les requins-marteaux ne sont pas réputés pour attaquer les plongeurs, mais un animal de cette taille, dans ce courant, pouvait tout changer si quelqu'un paniquait ou envoyait un mauvais signal. Il accéléra encore, le regard alternant entre Ren et le requin. Le courant se renforçait. Ren, désormais plus près du tombant, commençait à dériver vers le bleu ouvert. Il ne s'en rendait compte que par le changement subtil dans la lumière, le récif sous lui devenait flou, lointain. Mais son esprit, en chasse d'images, minimisait le danger. Juste encore 3 secondes, encore une rafale, et je reviens, se disait-il. Soudain, l'eau autour de lui sembla changer de densité. Il sentit comme une pression, une présence. Il releva la caméra, et là, il le vit. Le requin-marteau arrivait de biais, sa tête étrange, coupant le bleu, son corps puissant ondulant avec une efficacité presque scandaleuse. Il ne fonçait pas, il glissait. Mais pour Ren, cette approche en diagonale fut plus terrifiante que n'importe quel sprint. Il croisa, une seconde, cet œil latéral qui semblait le regarder et ne pas le voir à la fois. Son cœur s'emballa. Sa respiration s'accéléra. Les bulles se firent plus grosses, plus nombreuses. Il sentit une panique primitive monter en lui, une voix brute dans son crâne. « Tu n'as rien à faire ici !» Il eut le réflexe de battre des palmes plus fort, de reculer, ce qui ne fit que le pousser un peu plus vers le vide du tombant. Mad arriva enfin à sa hauteur. Il se plaça légèrement entre Ren et le requin, sans pour autant faire de gestes agressifs. Il leva la main, paume vers l'animal, comme pour lui dire silencieusement « Je te vois ».
Dans l'autre main, il tenait une petite perche, non pour frapper, mais pour garder une distance si nécessaire. Le requin continua sa trajectoire, passa à quelques mètres seulement, effectua un large virage, revint un instant, puis repartit vers le bleu. Le courant l'aidait, le poussait doucement comme un tapis roulant invisible. Ren, suspendu, regardait cette masse disparaître, partagée entre fascination et pure terreur. Mads saisit alors fermement le gilet de Ren et rapprocha le photographe du récif, le ramenant vers la zone où le plateau était plus stable. Il lui fit un signe clair, un peu brutal, « Reste là ». Ren hocha la tête, le souffle toujours saccadé. Il regarda son ordinateur de plongée. Il avait à peine conscience du temps passé, de la profondeur atteinte. Il avait flirté avec la limite sans même s'en rendre compte. Le reste de la plongée se déroula dans un silence différent. La manta revint, plus haut, plana un peu, puis s'éloigna. Les poissons reprirent leur balai, mais pour Ren, les couleurs semblaient un peu moins saturées. Sa respiration restait plus consciente, plus lourde. Il gardait un œil sur le bleu, comme si cette ombre pouvait revenir à tout moment. De retour à la surface, le soleil lui parut brutal. Il retira son masque, inspira l'air chaud, s'accrocha un instant à l'échelle du bateau pour reprendre ses esprits. Mad remonta derrière lui, posa une main ferme sur son épaule. « Tu as dérivé », dit-il simplement. Ren hocha la tête. « Je sais, je n'ai pas vu. J'étais sur la manta, Tu étais sur ta photo, pas dans l'eau », répondit le guide, sans colère mais sans indulgence. « Et l'eau, elle, s'en fiche de ta photo. » Plus tard, sur le chemin du retour, alors que le bateau bondissait sur les vagues, Ren parcourut les images sur son écran. Il vit la manta, magnifique, planant au-dessus de lui. Il vit aussi, sur les derniers clichés, la silhouette du requin marteau, floue mais réelle, qui entrait dans le cadre, se rapprochait. Ses mains tremblèrent légèrement. Il comprit qu'il avait failli gagner la photo de sa vie en payant avec sa vie tout court. Le soir, dans sa chambre d'hôte, il ouvrit son ordinateur pour sauvegarder les fichiers. Il s'arrêta sur une image en particulier, la manta au premier plan, le requin marteau en arrière-plan, tous deux pris dans la même diagonale de lumière. C'était effectivement une image puissante, mais ce qui le frappa, ce ne fut pas l'esthétique, ce fut le souvenir de la sensation dans sa poitrine, cette impression de ne plus appartenir à ce monde bleu, d'être seulement toléré pendant quelques minutes. Il referma l'ordinateur sans publier quoi que ce soit. À la place, il prit un carnet et écrivit « La mer ne me doit pas un chef-d'œuvre, elle m'a laissé repartir avec une leçon. Si je dois partager ces images, ce ne sera pas pour montrer à quel point je suis courageux, mais à quel point j'ai été près d'être bête. Se perdre dans le cadre, c'est oublier qu'on tient la caméra dans un monde qui ne nous appartient pas. Au Fidji, l'océan n'est pas seulement un paysage, c'est une histoire que l'on reçoit dès le berceau. Les parents chantent des comptines qui parlent des vagues, des ancêtres qui traversaient les îles sur des pirogues, des requins qu'on respecte et qu'on nourrit parfois lors de cérémonies. Dans le petit village côtier de Vunisea, le lagon était autant une cour de récréation qu'un lieu sacré. Ce matin-là, le soleil était déjà haut quand Tan, 12 ans, courait pieds nus sur le sable, sa planche de bodyboard sous le bras. Son père, Jonah, marchait derrière, plus lentement, portant un sac avec des masques, des tubas et quelques fruits pour plus tard. Ils s'étaient promis ce moment depuis des semaines. Une matinée rien qu'à eux, sans les cousins, sans les voisins, juste un père et un fils dans le lagon de leur enfance. Le lagon de Vunisea était protégé par une barrière de corail qui cassait la houle du large. À marée haute, l'eau montait jusqu'à la taille d'un homme en son point le plus profond et se teignait de turquoise. De petits poissons colorés stationnaient autour des patates de corail. Plus loin, à l'extérieur de la passe, les requins de récif patrouillaient, silhouettes familières que les pêcheurs voyaient parfois tourner autour de leur pirogue. Tan avait l'habitude des requins. On lui avait appris dès tout petit à ne pas paniquer s'il en voyait un. « Ils ne sont pas là pour toi », lui disait son grand-père. Mais il te rappelle que la mer ne t'appartient pas. Pour lui, les requins étaient presque des personnages de légende, respectés mais lointains. Ils entrèrent dans l'eau. Le sable mouillé caressa leurs pieds. L'eau était tiède, accueillante. Tan se jeta presque aussitôt sur sa planche, se laissant porter par les petites vagues qui entraient dans le lagon. Il riait, éclaboussait, imitant les surfeurs qu'il avait vus dans des vidéos. Jonah, un masque sur le front, ajustait son tuba, prêt à l'accompagner. Au début, tout était facile. Le lagon respirait la tranquillité. Des enfants jouaient plus loin, surveillés de loin par des tantes assises à l'ombre des cocotiers. Un bateau de pêche passait au large, sa silhouette minuscule sur la ligne de récif. Les cris, les rires, la rumeur de la mer se mélangeaient dans un bruit de fond rassurant. Mais derrière cette image de carte postale, quelque chose d'autre se préparait. Plus, loin. La nuit précédente, un banc de thon avait été chassé près de la barrière de corail par des prédateurs plus grands. Des poissons blessés, affaiblis,
dérivait encore dans le courant. Des gouttes de sang s'étaient diluées dans l'eau, emportant avec elles une signature chimique que certains animaux savent lire à des kilomètres. Un requin bulldog, plus massif que les requins de récif habituels, avait suivi ce sillage. Il avait longé la barrière de corail pendant des heures, sensible à chaque variation. À un moment, il trouva une passe, un passage naturel dans le récif par lequel l'eau du large entrait et sortait du lagon. Il la suivit, attiré par les odeurs, par le changement de pression, par la curiosité. Les requins ne connaissent pas les lignes imaginaires que les humains tracent sur des cartes pour décider où l'on peut se baigner, en sécurité. Dans le lagon, Tan venait de mettre son masque. La vision à travers la vitre le transporta immédiatement dans un autre monde. Les rayons du soleil découpaient des colonnes lumineuses dans l'eau, des coraux en forme de chou-fleur, des poissons perroquets, des demoiselles bleues. Il cria à son père, la voix étouffée par le tuba. « Papa, regarde ! On dirait un jardin sous l'eau. » Jonah sourit derrière son masque. Pour lui aussi, ce lagon était un jardin. Mais il savait que chaque jardin a ses serpents. Il jetait régulièrement un œil vers la passe, par habitude. Ce matin-là, il fronça légèrement les sourcils. Le courant semblait un peu plus fort que d'habitude, tirant légèrement vers l'extérieur. Rien de dramatique, mais suffisant pour réveiller une vigilance. « On reste de ce côté, d'accord ?» dit-il à Tan en lui montrant du doigt une zone plus proche du rivage. « D'accord, papa », répondit l'enfant avant de replonger la tête sous l'eau, déjà attiré par un poisson clown qui se cachait dans une anémone. C'est alors qu'un détail vint fissurer la tranquillité apparente. Les poissons changèrent de comportement. Certains se rapprochèrent davantage du corail, d'autres filèrent en groupe plus serrés que d'ordinaire. Une petite nuée de poissons limes se dispersa brusquement, comme une pluie de confettis qui s'éparpille. Jonah sentit quelque chose dans son ventre, un vieux réflexe animal, transmis par des générations de pêcheurs. Il se redressa un peu, la tête hors de l'eau, balayant la surface du regard. Au début, il ne vit rien. Puis, derrière la zone où le fond devenait un peu plus sombre, il aperçut une silhouette. Un aileron, large, triangulaire, qui fendait la surface pendant une seconde, puis disparaissait. Son sang se glaça. Il connaissait la différence entre les dorsales fines et rapides des requins de récif et celle, plus massive, d'un bulldog. Il n'eut pas besoin de deuxième regard. « Tani, reviens tout de suite vers moi. » Le ton de sa voix fendit l'air. L'enfant releva la tête, surpris. Il voyait rarement son père parler ainsi, avec cette urgence tranchante. Il commença à palmer vers lui, la planche serrée contre sa poitrine. L'aileron réapparut, plus près, puis un autre juste derrière. Il s'agissait en réalité d'un seul animal qui changeait de direction. Mais depuis la surface, chaque apparition semblait nouvelle. Le requin avait senti les vibrations de l'agitation dans le lagon, les coups de palme, les éclaboussures des enfants. Il s'approchait, correspondant au signal qui, pour lui, évoquait une opportunité facile. Jonah sentit son cœur battre dans ses tempes. Il se mit à avancer vers son fils, l'eau lui arrivant à la taille, puis à la poitrine. Chaque pas était entravé par la résistance du lagon. « Plus vite, Tan, plus vite !» L'enfant, désormais, entendait la peur dans la voix paternelle. Il sentit la panique le saisir, et son premier réflexe fut d'agiter les jambes plus fort. Il ne savait pas encore que c'était précisément ce type de mouvement qu'on conseille d'éviter en présence d'un requin. L'aileron se déplaça à nouveau, décrivant un arc de cercle presque parfait. Il n'était maintenant plus qu'à une dizaine de mètres d'eux. Le requin bulldog, curieux et pragmatique, venait voir ce qui troublait ainsi la colonne d'eau. Sur la plage, une femme, tante de Tan, remarqua enfin ce qui se passait. Elle vit son frère marcher à grandes enjambées dans l'eau, le visage tendu, vit l'aileron, comprit instantanément. Elle hurla quelque chose en fidjien vers les autres adultes du village qui réagirent avant même d'entendre les mots. Des hommes se levèrent, prirent des rames, des bâtons, se précipitèrent vers l'eau. Certains montèrent dans une petite barque, d'autres entrèrent directement dans le lagon en courant. Jonah atteignit enfin son fils. Il l'attrapa par les épaules, le souleva presque hors de l'eau, le plaçant entre lui et le large. Il se retourna, faisant face à la passe. Il vit alors l'ombre juste sous la surface. De près, le requin semblait encore plus imposant. Un corps massif, une tête large, des mouvements puissants mais économes. L'animal passa à quelques mètres d'eux. On pouvait voir le détail de sa peau rugueuse, la pâleur de son ventre, la force contenue dans chaque coup de queue. Il ne chargea pas, il ne prit pas de trajectoire directe. Il glissa simplement, lentement, comme un inspecteur qui vient prendre des mesures, mais la proximité était écrasante. Tan voyait maintenant, lui aussi, la dorsale qui fendait l'eau. Ses yeux s'écarquillèrent derrière le masque. Il sentit les mains de son père se resserrer sur lui. « Ne bouge pas », murmura Jonah à son oreille. « Tu respires, c'est tout, ne bouge pas. » Les hommes du village arrivèrent, battant l'eau avec des rames, des bâtons, criant, frappant la surface pour créer un chaos qui, il l'espérait, découragerait le requin.
Dans leur culture, on ne tue pas un requin sans raison. On le repousse, on négocie, à leur manière, avec lui. Le requin, surpris par cette soudaine intensification de bruit et de vibrations, hésita. Il donna un coup de queue plus fort, s'éloigna de quelques mètres, revint, puis, finalement, choisit une autre direction. Le lagon ne lui paraissait plus être ce buffet tranquille qu'il avait peut-être imaginé. Il repartit vers la passe, glissant à travers le chenal vers le large, disparaissant peu à peu dans le bleu plus sombre. Ce n'est qu'à ce moment-là que les corps se relâchèrent. Jonas sentit ses jambes trembler. Il hissa son fils sur sa hanche, malgré son poids désormais trop grand pour ça, comme il le faisait quand il était petit. Ils retournèrent vers la plage, entourés par les hommes qui restaient tournés vers la passe, au cas où l'ombre reviendrait. Sur le sable, Tan éclata en sanglots. Pas les larmes hystériques de la panique instantanée, mais un flot plus profond, celui qui vient quand on comprend, après coup, l'ampleur de ce qui aurait pu être. Jonas le serra contre lui, le front contre ses cheveux trempés. « C'est fini, murmura-t-il, c'est fini, mon fils. » Le vieux chef du village arriva, marchant avec lenteur, un bâton à la main. Il regarda la passe, puis le garçon, puis l'océan. Le requin a suivi le sang des poissons, dit-il calmement. Il a trouvé nos jeux sur sa route. Il n'a pas attaqué. Il a regardé. Et nous avons crié, frappé, chassé. La prochaine fois, nous mettrons les enfants plus loin, quand nous savons que le large est agité. Plus tard, dans la maison familiale, autour d'un repas simple, on reparla de l'incident. Certains voulaient voir dans le requin un ennemi, d'autres y voyaient un messager. Le grand-père de Tan, qui était resté silencieux jusque-là, finit par dire « Le requin n'est pas venu pour Tan. Il est venu parce que nous avons oublié que le lagon n'est pas une piscine. Nous posons nos pieds où d'autres chassent depuis des siècles. Ce matin, notre erreur n'a coûté qu'une peur. Ce n'est pas un miracle, c'est un avertissement. » Tan, lui, resta longtemps éveillé cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait l'ombre sous l'eau, l'aileron, la main de son père sur son épaule. Il sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas une peur durable de la mer. C'était une nouvelle couche de respect, plus lourde, plus adulte. Quelques semaines plus tard, il retourna au lagon avec d'autres enfants. Cette fois, il resta plus près du rivage, jetant parfois un coup d'œil vers la passe. Quand un petit cousin, plus téméraire, voulut aller jouer là où l'eau devenait plus sombre, Tan le retint par le bras. « Pas là aujourd'hui, là-bas, c'est pour eux. » Le cousin demanda « Pour qui ?» Tan répondit simplement « Pour ceux qui n'ont pas besoin de planches pour flotter et qui n'ont peur de rien. Nous, on reste où la mer nous accepte, pas où elle nous tolère. » Et dans ce village des Fidji, lorsqu'on raconte désormais l'histoire de ce matin-là, on ne dit pas « le requin qui a failli manger un enfant ». On dit « le jour où la mer nous a rappelé que nos fêtes doivent toujours respecter ses règles. Le lagon n'a pas changé de couleur, ni de forme. Mais pour ceux qui y jouent, la ligne invisible entre le jeu et l'arrogance est devenue beaucoup plus nette. À Tahiti, la saison des cyclones n'est pas seulement un phénomène météorologique, c'est un rituel que les anciens observent comme on observe un dieu capricieux. Le ciel change de texture, le vent prend une voix différente, la mer commence à parler plus fort. Ce matin-là, la baie de Te Aupo'o n'était déjà plus la carte postale que les touristes connaissent. Des nuages lourds, d'un gris presque violet, s'entassaient à l'horizon. Le vent rabotait la surface de l'eau, dessinant des lignes blanches qui annonçaient quelque chose de plus grand. Les autorités maritimes avaient publié des bulletins clairs, conditions dangereuses, baignade et navigation déconseillée. Les pêcheurs avaient déjà rentré leurs pirogues et les familles s'activaient à attacher ce qui pouvait s'envoler. Mais sur le parking près du Reef Break, 3 silhouettes se tenaient devant le mur liquide qui se levait au large, fascinés. Matteo, 26 ans, tahitien de père et de mère, regardait l'horizon avec ce mélange d'amour et d'inconscience qui appartient aux gens élevés avec la mer comme voisine. Sur la plage, il avait appris à marcher, puis à nager, puis à surfer. Il avait connu des vagues généreuses, des vagues capricieuses, des vagues dangereuses. Mais la promesse de ce matin était autre. La houle du cyclone envoyait vers la côte des murs d'eau d'une puissance rare, parfaitement alignés, s'écrasant sur le récif de Te Aupo'o dans un grondement sourd. À côté de lui, 2 amis, Manu et Tiva, tous 2 plus jeunes, les yeux brillants. « Regarde-moi ça, frère » murmura Manu. « On dirait que le ciel tombe dans la mer. » Iva hocha la tête, agrippant sa planche. « On fait 1 ou 2 vagues et on sort, juste pour dire qu'on y était. » Cette phrase, « juste pour dire qu'on y était », était déjà en elle-même un aveu. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas raisonnable. Mais il y a, dans la culture du surf, une forme de pacte tacite avec le risque. L'océan ne se laisse jamais dompter, mais certains matins, l'appel de la vague dépasse la voix de la prudence. Un vieil homme du village,
assis à l'ombre d'un arbre, les regardait. C'était Teva, ancien surfeur, ancien rameur, celui qui connaissait presque chaque pierre du récif par son prénom. Il secoua lentement la tête. « Vous choisissez un jour où la mer n'a pas envie de plaisanter », dit-il en s'adressant à Matteo. « On la respecte, papa Teva », répondit celui-ci. « On prend juste ce qu'elle nous donne. » Ce matin, elle donne des avertissements. Pas des cadeaux, marmonna le vieil homme. Mais il savait qu'aucune parole ne retiendrait 3 jeunes hommes avec des planches sous le bras et un cyclone au large. Ils pagayèrent vers le Rif, traversant la passe, la pluie commençant à cingler leur visage. La mer n'était pas encore en furie totale, mais elle vibrait déjà d'une énergie brutale. Les séries de vagues arrivaient épaisses, chargées, se dressant en un mur translucide, avant de s'abattre sur le récif dans un tube creux, parfait mais féroce. Au large, on apercevait les premières lignes de la dépression. Cette zone où ciel et mer se confondent presque. Des nuées d'oiseaux volaient bas, cherchant un abri. Le vent tournait par rafales, changeant brusquement d'angle. Matteo, sur sa planche, se plaça à l'intérieur de la zone de take-off. Il sentait la puissance des vagues remonter le long de sa colonne vertébrale. Son corps tremblait autant de froid que d'adrénaline. Il jeta un regard à Manu et Iva. Une chacun maximum, dit-il, comme s'il pouvait imposer une règle à l'océan. La première grosse série arriva. Une vague énorme se dressa, plus haute que toutes celles qu'ils avaient vues jusqu'ici. L'eau se souleva comme un rideau épais, le creux se vida au-dessus du récif. Teahupo'o montrait son visage le plus mythique, celui que les magazines de surf vénèrent. « Elle est pour toi, Matt !» cria Iva, déjà un peu en retrait. Matteo sentit quelque chose en lui dire oui. Il se retourna, plongea ses mains dans l'eau et commença à pagayer avec toute la force de ses épaules. La vague le souleva, sa planche se mit en travers de la pente, il se leva, trouvant l'équilibre dans un geste instinctif répété 1000 fois. Pendant quelques secondes, le monde entier se réduisit à ce tube liquide qui se fermait autour de lui. La lumière passa du gris au vert, du vert au presque noir, filtré par la masse d'eau. C'était beau, d'une beauté presque violente. Il se sentait minuscule et invincible à la fois. Puis le cyclone rappela qu'il était aux commandes. Une rafale de vent frappa la face de la vague, la faisant vibrer. Une micro-erreur de position, un léger déséquilibre, et Matteo se retrouva projeté en avant. Il chuta, la planche lui échappant, son corps basculant dans le vide, happé par le lip qui s'abattait. Le choc avec l'eau fut brutal, comme s'il avait heurté du béton liquide. Sous la surface, tout devint chaos. Le bruit de la vague se transforma en tonnerre sourd. Le courant tourbillonna autour de lui, le tirant vers le bas, le roulant comme une pierre dans une machine à laver géante. Il perdit tout, repères, plus de haut, plus de bas, seulement cette force qui le brassait, l'écrasait, le relâchait, puis le reprenait. Au-dessus de lui, dans la zone de mousse, quelque chose d'autre s'était approché. Teahupo'o, lorsqu'un cyclone roule au large, attire parfois des visiteurs du large, des requins océaniques, des pointes blanches, et parfois, plus rarement, des requins tigres. Ce matin-là, un de ces visiteurs circulait déjà autour du récif, dérouté par la houle, à l'affût de poissons blessés, de tortues désorientées. Lorsque la vague explosa sur le Rif, le requin ressentit cette déflagration de vibrations, de bulles, de sons. Pour lui, ce n'était qu'un signal de plus, mais un signal fort. Il se rapprocha, attiré par ce mélange de désordre et d'odeurs nouvelles. Matteo, remontant dans la colonne d'eau, sentit enfin que la pression diminuait. Sa tête émergea dans la mousse blanche. Il prit une inspiration trop rapide, avalant autant d'air que de gouttes. Il chercha sa planche du regard, ne vit que de l'écume. Le leash tira sur sa cheville, signe qu'elle était encore attachée, quelque part. Il n'eut pas le temps de la récupérer. Quelque chose heurta son mollet, puis sa cuisse, avec la force d'un tronc d'arbre lancé. Une morsure, rapide, nette, comme un coup près. Il sentit une douleur aiguë, brûlante, le traverser, suivie d'une sensation de froid brutal. Il cria, mais sa voix se perdit dans le fracas des vagues et du vent. Le requin, ayant confondu une silhouette désorientée avec une proie potentielle, avait attaqué par réflexe. Il relâcha presque aussitôt, surpris par la texture, la résistance, l'absence de goût familier. Le sang se diffusa instant-lit dans l'eau, dessinant un nuage rouge qui se diluait dans le blanc de la mousse. Manu et Iva, plus loin sur la ligne de Rif, n'avaient vu que la chute, puis la disparition de leur ami. Lorsque Matteo réapparut, son cri cette fois parvint jusqu'à eux. Une note déchirante, plus forte que le vent. Ils virent la tache de sang, la jambe tordue de manière étrange. « Matteo !» Ils se jetèrent vers lui, pagayant comme des fous. Les règles de sécurité, les recommandations sur ne pas paniquer, ne pas éclabousser, se désintégrèrent devant la réalité brutale. Au bord du récif, un jet-ski de sécurité, laissé en veille malgré les recommandations d'annulation, attendait au cas où. Le pilote,
Un homme du coin qui connaissait la vague avait observé de loin cette prise de risque. Quand il vit la chute, puis le sang, il n'hésita pas. Il démarra, fonça à travers la houle, bondissant sur les vagues, prenant des risques calculés. Il atteignit les 3 surfeurs en quelques instants qui semblèrent des heures. Manu et Hiva tentaient déjà de maintenir la tête de Matteo hors de l'eau. Sa planche flottait à côté, fendue, le leash toujours attaché. La blessure à sa jambe était grave, profonde, le néoprène déchiré. Le pilote du jet-ski les hissa tant bien que mal sur la plateforme, stabilisant Matteo du mieux qu'il pouvait. Il sentit à la fois la chaleur du sang et le froid de l'eau sur ses mains. La pluie fouettait leur visage, mais tout ce qu'il voyait, lui, c'était le temps qui passait, compté en battements de cœur. La traversée vers le rivage fut un combat. Le jet-ski bondissait, menaçant de renverser tout le monde. Chaque vague était une épreuve, chaque creux, un risque de tout perdre. Sur la plage, le vieil homme Teva se tenait debout, le regard rivé sur eux. Il entendait déjà au loin le hurlement de la sirène d'une ambulance approchant par la route. Une fois à terre, on improvisa un garrot. Un jeune homme, formé aux premiers secours lors d'une campagne de sensibilisation, quelques mois plus tôt, prit les choses en main. Il serra, parla à Matteo pour le maintenir conscient, lui répétant son nom, lui demandant de regarder le ciel, de compter les nuages. L'ambulance arriva, le brancard glissa dans le véhicule, les portes se refermèrent, le cyclone continuait de gonfler au large, indifférent à la petite tragédie en mouvement sur la route qui menait à l'hôpital. Matteo survécut. Le requin avait arraché une partie de sa jambe et les chirurgiens durent amputer au-dessous du genou. Les journaux parlèrent d'attaques de requins lors d'une session folle, de héros du Rif, de surfeurs défigurés par les vagues et les dents. On tenta d'interviewer le pilote du jet-ski qui répondit seulement « J'ai juste fait ce qu'il fallait ». Le vrai miracle, c'est que l'océan nous ait laissé le temps. Pendant des semaines, Matteo se réveilla la nuit avec la sensation de l'eau autour de lui, du choc, de la douleur fulgurante, de cette poussée sous la surface. Il oscillait entre colère, tristesse et une forme étrange de gratitude embryonnaire. La mer l'avait presque pris, mais l'avait aussi laissé repartir. Ce qui surprit beaucoup de gens, ce fut sa décision quelques mois plus tard. Après la rééducation, après les prothèses, après les larmes partagées avec sa famille, il retourna à Te Aupo. Pas pour défier la vague, pas pour se faire filmer dans une mise en scène héroïque. Il y alla avec une autre planche, plus large, adaptée, et une autre intention. Il s'assit sur la plage avec le vieux Teva. Ils regardèrent ensemble le Rif. « Tu vas y retourner, petit ?» demanda le vieil homme. « Oui, » dit Matteo. « Mais pas comme avant. Je croyais que la mer était un décor pour nos exploits. Maintenant, je sais que nous ne sommes que des passants. Je veux juste glisser sur ce qu'elle donne, pas exiger qu'elle me raconte ce que je veux entendre. » Quand il alla de nouveau à l'eau, accompagné, surveillé, la mer était plus calme, sans cyclone, sans requin en vue. Il pagaie avec sa nouvelle jambe, un peu maladroitement, mais avec une détermination tranquille. La première petite vague qu'il prit ce jour-là n'avait rien de spectaculaire. Mais quand il se leva, même quelques secondes, il sentit quelque chose d'autre que l'adrénaline, une paix profonde. Et lorsqu'on lui demanda plus tard ce qu'il pensait des requins, il répondit « Ce n'est pas le requin qui m'a pris ma jambe. C'est le pacte que j'ai passé avec la mer en choisissant de la provoquer ce jour-là. Le requin n'a fait qu'obéir à son rôle. Maintenant, mon rôle à moi, c'est d'apprendre à vivre avec ce rappel sur mon corps. Les dieux qu'on vénère, vagues ou prédateurs, ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont puissants. Et cette puissance-là, si on la respecte, elle nous renvoie à ce que nous sommes. Mortels, fragiles, mais capables de revenir. Entre les îles Salomon, le Pacifique ne ressemble plus à l'océan familier des côtes touristiques, enrobé de restaurants et de transats. Là-bas, c'est un espace immense, profond, presque mythologique. L'eau passe du bleu roi au bleu noir en quelques mètres, les récifs se cachent sous la surface comme des pièges anciens, les nuages défilent sans que personne ne les commente. Ce jour-là, un yacht blanc, long comme un petit immeuble, fendait ses eaux avec une indifférence luxueuse. Sur le pont arrière, des coussins immaculés, des verres de champagne, de la musique diffusée par une enceinte portable. Le bateau appartenait à un entrepreneur australien en pleine ascension, qui avait invité quelques amis pour déconnecter. Des investisseurs, des influenceurs, un DJ. Parmi eux, Lucas, 24 ans, fils d'un riche promoteur immobilier qui connaissait davantage les piscines à débordement que les courants océaniques. Pour lui, le Pacifique n'était qu'un écran de fond pour des stories Instagram. L'idée qu'il puisse être,
en lui-même une force autonome ne lui avait jamais vraiment traversé l'esprit. Le capitaine du yacht, un homme d'expérience venu des Philippines, avait déjà exprimé quelques réserves. Il s'était éloigné des routes les plus fréquentées, naviguant près d'atolls peu cartographiés. Il savait que ces eaux, derrière leur beauté, recelaient des récifs traîtres, des bancs de poissons massifs et des prédateurs à la hauteur de ces bancs. « On pourrait jeter l'ancre et se baigner ?» demanda Lucas, un verre à la main. « Sérieux, regarde-moi cette eau, on dirait une pub de parfum. » Le capitaine hésita. Il n'y a pas de baie protégée ici, beaucoup de courants, profondeur grande, et... Il n'eut pas le temps de finir. Le propriétaire du yacht posa une main sur son épaule, sourire désarmant. « Juste une petite pause, capitaine. 10 minutes, nous on reste près du bateau, tout ira bien. » L'argent, parfois, parle plus fort que la prudence. On coupa les moteurs, l'hélice se tut, laissant place au clapotis plus discret des vagues contre la coque. La mer, soudain, sembla plus proche. On sortit des serviettes, on descendit une échelle tremplante, on installa une bouée accrochée à une corde pour faire joli. Lucas fut le premier à se jeter à l'eau. Il plongea avec un cri de satisfaction, éclaboussant au passage une amie qui filmait tout. L'eau était d'une clarté déroutante, d'une fraîcheur agréable. Il remonta à la surface avec un grand sourire. « C'est incroyable, venez !» Bientôt, 4 autres invités le rejoignirent. Ils nageaient près du bateau, riant, se lançant des éclaboussures, posant pour des photos. Le monde, pour eux, se réduisait à cet espace de quelques mètres autour du yacht. Sous eux, pourtant, se déroulait une toute autre scène. Un banc de thon évoluait à une quinzaine de mètres de profondeur, serré, en mouvement constant. Autour du banc, depuis un moment déjà, un requin océanique à pointe blanche tournait. Chasseur opportuniste, habitué à suivre les bateaux de pêche en haute mer, il avait été attiré par les odeurs de cuisine qui s'échappaient du yacht, par les déchets parfois jetés par-dessus bord, malgré les règles. Les océanistes le savent. Les requins océaniques sont parmi les plus dangereux, non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ont appris à associer les bateaux à la possibilité de nourriture facile. Dans ces zones éloignées, un mammifère à la dérive est rarement perdu de vue longtemps. Le requin s'approcha de la coque, restant encore en profondeur. Il observa, si l'on peut dire, les silhouettes qui nageaient près de la surface. Des battements de jambes, des éclats de lumière sur la peau, des sons étouffés. Rien de tout cela ne correspondait exactement à un poisson, mais tout cela évoquait quelque chose de vivant et peut-être vulnérable. Lucas, dans son enthousiasme, s'éloigna un peu de l'échelle. Pas beaucoup, juste quelques mètres. Le soleil frappait la surface, dessinant des arabesques de lumière sur son dos. Ses jambes battaient de manière irrégulière, typique de quelqu'un qui nage plus pour jouer que pour se déplacer. Le capitaine, sur le pont, observait la scène avec un malaise croissant. Il avait vu ces configurations trop souvent. Mer profonde, invité insouciant, déchets récents, silhouettes qui s'agitent. Ses yeux balayèrent l'eau. Au début, il ne vit rien. Puis, il aperçut une forme allongée, une ombre qui remontait lentement depuis le bleu plus sombre. Son cœur se serra. Il s'empara d'une perche, puis appuya sur la sirène du bateau, un son strident qui fit sursauter tout le monde. « Tous à bord, tout de suite !» cria-t-il. Les invités, d'abord, crurent à une blague. Puis ils virent son visage. Ce visage qui ne riait pas, celui d'un homme qui sait que le danger, en mer, ne prévient pas 2 fois. Lucas se retourna vers l'échelle, riant, encore à moitié. « Calme-toi, capitaine. C'est bon, c'est juste un peu d'eau. » Il ne finit pas sa phrase. Sous lui, une masse grise monta, plus vite qu'attendu. Le requin océanique, dans un mélange de curiosité et d'instinct, avait décidé d'examiner de plus près cette silhouette isolée. Il remonta en spirale, ajusta sa trajectoire, puis, dans un éclat de mouvement, se rua vers la source des vibrations. Le contact fut brutal, mais pas exactement comme dans les films. Le requin ne sortit pas entièrement de l'eau, ne déchira pas la surface dans une explosion dramatique. Il surgit juste assez pour refermer sa mâchoire sur la jambe de Lucas, à hauteur de mollet et de cuisse. Un serrage rapide, puissant, presque mécanique. La douleur fut si violente que le cri de Lucas se transforma en un son déchiré, entre hurlements et grognements. Le sang jaillit, rouge vif, se mêlant aussitôt à l'eau. La mer, quelques secondes plus tôt limpide, se teinta de volutes carmines qui s'étiraient autour de lui. Le requin relâcha, comme souvent lors de ce type d'incident, surpris par la résistance de la chair, le goût du sang différent, ou simplement parce que le mouvement de panique autour de lui brouillait ses repères. Il donna un coup de queue et s'éloigna, tournoyant un peu plus loin, hésitant entre revenir ou abandonner ce qui ne ressemblait pas exactement à une proie naturelle. Sur le yacht, ce fut la panique pure. Les invités hurlaient, certains reculaient, comme si le danger pouvait sortir de l'eau pour monter à bord. Le capitaine, lui, ne paniqua pas. Il jeta la perche vers Lucas qui, encore conscient, s'y accrocha dans un réflexe de survie.
2 membres d'équipage attrapèrent la corde attachée à la perche et commencèrent à tirer de toute leur force. Lucas sentait une chaleur insupportable dans sa jambe, puis une sorte de froid étrange. Il regarda l'eau autour de lui, vit le rouge, comprit. Un instant, il crut qu'il allait couler, que la mer allait se refermer sur lui. Puis il sentit la perche se tendre, le tirer vers la coque. Un autre membre d'équipage, sans réfléchir, se jeta à l'eau avec un gilet de sauvetage, se plaçant à côté de lui pour soutenir son buste. Il battait l'eau avec ses jambes, jetant des coups de pied désordonnés pour éloigner d'éventuels prédateurs. Le requin, heureusement, s'était déjà éloigné, peut-être dérouté par la confusion, peut-être rassasié, peut-être attiré par d'autres signaux plus familiers. On hissa Lucas sur la plateforme arrière, comme on remonte un filet trop lourd. Il cria quand sa jambe heurta le bord. La blessure était grave, des muscles lacérés, une partie de la chair arrachée, l'os visible par endroits. On improvisa un garrot avec une sangle, on compresse avec des serviettes qui se teintaient rapidement. La musique avait été coupée. Le bruit du générateur, des vagues, des sanglots, des ordres du capitaine se mélangeaient. Un appel de détresse fut lancé par radio à la station la plus proche. Un hélicoptère, on l'espérait, pourrait se frayer un chemin jusqu'à eux. Pendant que l'équipage s'activait, certains invités restèrent figés, comme paralysés par la dissonance. Quelques minutes plus tôt, ils prenaient des selfies, le verre de champagne à la main. Désormais, ils se retrouvaient face à une réalité brute que leur monde avait toujours cherché à tenir à distance. Lucas, sur le pont, respirait par à-coups. La douleur, à un moment, se transforma en un bourdonnement lointain, comme s'il sortait de son propre corps. Il fixa le ciel, un bleu insolent, comme si rien ne s'était passé. « Je vais mourir », murmura-t-il, lèvres blanches. Le capitaine se pencha vers lui. « Pas si on peut l'empêcher. Tu restes avec nous, tu m'entends ? Reste dans mes yeux, pas dans l'eau. » L'hélicoptère arriva finalement avec ce bruit de tonnerre artificiel qui cette fois sonnait comme une bénédiction. On évacua Lucas vers un hôpital de la capitale. Les chirurgiens, encore une fois, firent ce qu'ils purent. Il conserva sa jambe au prix de multiples opérations et d'une longue convalescence. Les médias se saisirent de l'histoire. On parla de yacht de luxe attaqué par un requin, de héritiers mordus en pleine croisière paradisiaque. Les témoignages dramatiques, les images du pont taché de sang, les vidéos prises avant l'incident circulèrent en boucle. Beaucoup blâmèrent le requin. Certains blâmèrent le capitaine. Quelques-uns osèrent parler de la responsabilité du groupe. Mais quelque chose changea surtout chez Lucas. Les mois qui suivirent furent rudes. Rééducation, douleurs fantômes, cauchemars. Il revoyait sans cesse l'ombre, le choc, le rouge dans l'eau. Au début, il parlait du requin comme d'un monstre, d'une bête, d'un diable. Puis, par curiosité, par besoin de comprendre, il commença à lire. Il se plongea dans des livres sur le comportement des requins, les statistiques d'attaque, les modifications des écosystèmes marins. Il découvrit qu'il avait nagé dans une zone éloignée, que les déchets jetés du bateau avaient probablement contribué à attirer un prédateur opportuniste, que les requins océaniques avaient, historiquement, souvent été ceux qui tournaient autour des naufrages, des épaves, des navires de guerre. Il lut que ces animaux n'étaient ni maléfiques, ni idiots, simplement parfaitement adaptés à un monde où la moindre source de nourriture peut faire la différence entre la vie et la mort. Un jour, des mois plus tard, on lui proposa de témoigner pour un documentaire télévisé sur les attaques de requins. On lui demanda s'il voulait dire un mot pour prévenir les jeunes de l'horreur de ces animaux. Il accepta l'interview, mais, à la surprise de l'équipe, il ne prononça pas les mots attendus. « Oui, j'ai été mordu par un requin », dit-il face caméra. « Oui, j'ai cru que j'allais mourir. Oui, j'ai hurlé. J'ai souffert, j'ai peur de l'eau parfois, mais ce n'était pas un meurtre, ce n'était pas un jugement moral. C'était un animal dans son monde, réagissant à des signaux que nous, avec notre champagne et notre musique, avons envoyés sans même le savoir. Je ne pardonne rien, il n'y a rien à pardonner. Je comprends simplement que j'ai joué dans un endroit où les règles n'étaient pas les miennes. » Le capitaine du yacht, lui, changea sa façon de travailler. Il refusa désormais toute baignade en pleine eau, loin des zones protégées. Il expliqua, à chaque départ, pourquoi. Il parla de Lucas, non comme d'un avertissement spectaculaire, mais comme d'une histoire humaine sur l'arrogance et la prise de conscience. Et dans les eaux profondes des îles Salomon, le requin océanique continua de nager, suivant les bancs de thon, les courants, les odeurs. Il ne sut jamais qu'un jeune homme, loin de là,
portait désormais sur sa jambe les marques de sa curiosité. Le Pacifique ne garde pas de registres moraux. Il garde des traces, des cicatrices, des histoires racontées sur les ponts des bateaux, dans les villages de pêcheurs, dans les salles d'hôpital. Pour ceux qui veulent l'entendre, cette histoire n'est pas seulement celle d'une morsure, mais celle d'un réveil. Celui d'un garçon qui croyait naviguer sur un décor et qui a appris, dans la douleur, que la mer n'est pas un fond d'écran, mais un monde entier, peuplé d'êtres qui n'ont jamais signé de contrat avec nos caprices. À Recife, l'Atlantique porte une mémoire lourde. La mer y est belle comme une tentation et sombre comme une rumeur. Au petit matin, la plage de Boa Viagem se réveille avec le cliquetis des parasols, le grincement des chaises de plastique, l'odeur de tapioca et de café fort. Au-delà de la barrière de corail, le large respire plus vite. Près des estuaires, l'eau brune des fleuves se mêle au bleu, charriant sédiments et histoire. Camilla, 29 ans, arrive pieds nus, maillot de triathlon, sous un vieux t-shirt, bonnet orange à la main. Elle s'entraîne depuis des mois pour un triathlon régional et, comme tous les nageurs de Recife, elle a appris à regarder la mer comme on lit un visage. Ciel chargé, vent de sud. Autre au trouble, elle se renseigne auprès des sauveteurs, scrute les panneaux d'interdiction, note la couleur des drapeaux. Ce matin-là, le drapeau est jaune. Prudence, pas bravade. Elle décide de nager parallèle au rivage, jamais au-delà des bouées, jamais seule. Un coach surveille depuis la plage. Et plus loin, un drone municipal patrouille, piloté depuis une guérite vitrée par Miguel, un ancien sauveteur devenu opérateur. Elle entre dans l'eau, par petites enjambées, laisse-la. Fraîcheur grimpée au mollet, puis au ventre, puis à la nuque. La première immersion est une gifle délicieuse. Tout se tait d'un coup, sauf le rythme intérieur, inspiré au roulis du bras droit, expiré au roulis du bras gauche, compter les cycles pour ne pas se laisser distraire. La lumière se casse en milliers d'échardes à fleur d'eau. À travers les lunettes fumées, elle aperçoit le sable qui ondule, des taches d'ombre où gisent des patates de corail, et parfois des silhouettes d'aloses ou de carangues qui filent comme de l'étain liquide. Sur la plage, Miguel suit sa trajectoire sur l'écran du drone. Il aime ce travail qui prolonge la vigilance autrement. Apprendre le vent, la marée, les faux reflets, deviner dans le frislis une dorsale sincère plutôt qu'une vague mal ourlée. À sa gauche, une colonne de chiffres inertes défile. À sa droite, la mer vivante, filmée en haute définition. Entre les deux, son souffle régulier, que rien ne perturbe, jusqu'à ce petit angle qui cloche, un tesson de triangle gris qui paraît, disparaît, reparaît, à la limite de la barrière. Miguel zoom, marche la caméra au-dessus d'un ruban d'eau plus sombre. Il connaît assez Recife pour ne pas dramatiser chaque ombre. Il sait aussi qu'ici, la complaisance coûte cher. Il déclenche aussitôt l'alerte « Attention requin ». Sur le canal interne, ce signal qui n'affole pas la plage, mais réveille les protocoles. Camilla ne sait rien encore. Elle a pris un bon rythme, sa respiration est calme, les épaules roulent sans douleur. Au troisième aller-retour, elle sent cependant un courant latéral qui la tire un peu plus au large qu'elle ne l'aime. Elle corrige, coupe en diagonale vers la bouée orange. À 50 mètres, un haut-parleur lointain crache une voix. Nageuse bonnet orange, retour vers la plage. Immédiatement. Elle hésite une seconde, peut-être pour quelqu'un d'autre, puis obéit. L'instinct n'argumente pas longtemps quand la mer parle ainsi. Dans la guérite, Miguel appuie sur un second bouton. À 120 mètres au large, une balise acoustique expérimentale se réveille. Elle n'est pas magique. Elle n'est pas un mur. C'est un outil modeste qui envoie dans l'eau une séquence de sons que les requins interprètent comme un « ce n'est pas un bon endroit ». Sur l'écran thermique, l'ombre longue se brise, hésite, reprend une trajectoire oblique. La dorsale reparaît une fois, plus loin, puis glisse hors du cadre, avalée par le bleu. Le temps, pour Camilla, se rétrécit. Sa respiration s'emballe un peu, non par épuisement, mais parce qu'elle a compris qu'une main invisible a refermé la porte derrière elle. Elle ne panique pas, elle resserre la nage, raccourcit l'amplitude, laisse l'adrénaline faire son travail utile, muscles vifs, esprit clair. Quand ses doigts labourent enfin le sable dans 30 cm, d'eau, elle se met debout trop vite, vacille, rit nerveusement, un rire qui s'effondre dans un sanglot sec. Sur la promenade, 2 agents municipaux s'approchent, postent des mots simples, ni héroïques, ni accusateurs. C'est fini, restez avec nous. Eau un peu plus forte que prévu aujourd'hui, beaucoup de mélange à cause des pluies. On a déclenché la balise, le drone vous a guidé. Miguel arrive quelques minutes plus tard, le drone replié sur l'avant-bras. Il ne parle pas de prouesse technique, il parle de chance organisée. Des protocoles, des yeux, des outils au bon endroit, du respect. Le soir, au centre communautaire, on projette les images, pas pour faire frissonner, pour comprendre.
On y voit une petite nageuse orange dans un plan trop grand pour elle, on y voit la dorsale qui traîne, puis s'écarte, on y voit la logique muette d'un animal qui choisit la dépense la plus rentable. Les ingénieurs expliquent sans arrogance, on ne repousse pas un requin comme on ferme une porte, on négocie à l'avance le terrain, on diminue les opportunités, on apprend à lire. Des pêcheurs prennent la parole, quand la pluie charge la mer, quand la marée remonte vite, quand les fleuves vomissent des effluves, on ne joue pas au même jeu. Camilla rentre chez elle tard, enveloppée dans une fatigue douce. Sous la douche, elle écoute l'eau glisser sur ses épaules et se surprend à murmurer merci. Notre merci maladroit adressé tout à la fois à la prudence, à la technique, au hasard. Dans son journal, elle écrit « Je n'ai pas vaincu la mer aujourd'hui. Je lui ai rendu la politesse en partant quand on me l'a demandé. » Le lendemain, elle retourne nager, mais un peu plus tôt, un peu plus près, avec un fil invisible tendu entre sa nuque et l'horizon. Elle garde de cette matinée l'image d'un triangle gris qui s'éloigne, non comme un méchant déçu, mais comme un souverain distrait. Elle se dit que grandir, peut-être, c'est apprendre à reconnaître le moment où l'on cesse d'être invité. Plus au nord, là où les fjords norvégiens morcent la côte comme des griffes de glace. L'hiver installe une clarté oblique qui rend tout plus grand. Les chercheurs ont un autre lexique pour dire la beauté. Salinité, thermocline, biomasse. Ils embarquent sur de petites unités nerveuses qui vibrent comme des coléoptères, glissent dans des couloirs liquides entre montagnes et nuages. Ce matin-là, le Huldra, un ancien patrouilleur reconverti en navire de recherche, remonte lentement un fjord au nord de Tromsø. À bord, une équipe franco-norvégienne suit des orques venus chasser le hareng. Hydrophone à l'eau, caméra prête, on guette les clics, les sifflements, les évents qui ponctuent la surface comme des soupirs. Lina, éthologue, tient carnet et gants chauffants. Elle a passé des hivers à apprendre les podcodes, à reconnaître un mâle par sa dorsale haute comme une voile, à lire dans un demi-virage de caudale l'intention d'un clan. Elle a aussi avalé suffisamment de littérature sensationnaliste pour en avoir la nausée. Elle préfère les longues veilles aux gros titres. Quand l'un des hydrophones capte un chuintement étrange, ni orque, ni marsouin, ni rorqual, elle lève la tête. Le capitaine fait signe d'avancer au ralenti. Le fjord s'est tu soudain, comme une salle de concert juste avant la note. On aperçoit d'abord un fouillis de harengs argentés, compactés par la pression des orques qui chassent en carrousel. Les baleines tournent, frappent de la queue, assomment, gobent, puis quelque chose dérange la figure. Un trait gris, long, nu, sans la rondeur d'un cétacé, s'insinue sous la boule de poisson. Le temps se plisse, la tête triangulaire, la ligne du dos, la nageoire pectorale qui perce une seconde. Lina sait ce que ses yeux voient et ce que son cerveau refuse d'admettre aussi loin au nord. Une grande femelle, un requin blanc, monté trop haut, trop froid, peut-être blessé, peut-être poussé là par la disette. Sur le pont, personne ne crie. On se passe les jumelles comme on se passe un secret. Le capitaine coupe encore un peu le moteur jusqu'au frémissement. Les orques, eux, s'écartent en éventail. Pas affolés, pas agressifs, juste recalculants. Les intelligences se reconnaissent en silence. Le blanc file sous la boule de hareng, s'arrête, repart. Elle ne chasse pas le hareng, elle ne chasse pas l'orque, elle cherche la marge, ce qui traîne, ce qui tombe. Les marins savent que cette stratégie nourrit autant que la bravade. Lina glisse là, dropcam, à l'eau, une caméra lestée que l'on laisse tomber comme une luciole. L'écran dans la cabine se teinte de bleu-vert, des paillettes d'écailles, des bulles d'orque qui remontent en pluie inversée. Puis, d'un côté du cadre, un œil. Pas l'œil rond et brillant d'un mammifère, un œil noir, mural, qui vous traverse sans s'y attarder. La caméra n'a ni peur ni souffle à couper. Lina, si. Elle se surprend à baisser la voix, à parler comme à une vieille divinité. On ne te suit pas, on te regarde passer. Dehors, le fjord change de peau au passage d'un nuage. Un ray de lumière tombe comme un sabre sur la surface. La grande femelle monte une fois, juste assez pour frôler la carène. Le Huldra vibre d'un soupir de métal. Les scientifiques retiennent un « oh » d'enfant. Ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un salut, c'est un frottement. Un contact entre deux présences, l'une forgée par la pression et le sel, l'autre par l'acier et l'impatience. Les orques reviennent, recomposent la meute, reprennent le carrousel. La blanche, elle, incline, décroche, s'enfonce vers une coupe d'ombre. Sur l'écran, sa silhouette devient idée, puis hypothèse, puis souvenir. Lina garde les écouteurs sur les oreilles, 1 minute de plus pour entendre ce qu'on n'entend pas. Le silence quand le monde se retire sur la pointe des nageoires. Les jours suivants, on recoupe les traces. Température anormalement douce à une profondeur clé. Banquette de harengs plus clairsemées au sud, un vent contraire qui a rangé le fjord autrement. Chacun y va de son explication, personne ne pontifie.
Quand il monte le petit film pour l'archive, il refuse de poser une musique sinistre. Il garde les bruits de coq, les claquements de drisse, un rire étouffé quand une orque souffle sur le micro. En voix off, Lina écrit 3 phrases qu'elle relit 3 fois avant de les enregistrer. Nous n'avons pas frôlé la mort aujourd'hui. Nous avons frôlé la vérité. Le danger n'est pas un personnage, c'est une propriété du monde. La peur peut éduquer si on ne l'exploite pas. Le dernier soir, la neige commence à tomber sur le port. Le Huldra amarre, grince, respire encore. L'équipage partage une soupe trop chaude, les joues rougies par le froid. On parle peu, on envoie un mail à un collègue d'Écosse, on note les coordonnées, on promet d'être moins sûr la prochaine fois. Avant de dormir, Lina sort seule sur le quai. La nuit nordique n'est pas noire, elle est bleue, bleue comme un secret. Elle se penche au-dessus de l'eau et imagine la grande femelle très loin, là-bas, dans un plan plus profond du monde. Elle pense à Byron Bay, au Cap, à Kona, à Kelargo, à Nusa Penida, aux Fidji, à Teaupo'o, aux Salomon, à Recife, à tous ces points de contact où des vies humaines ont touché, de la paume ou de la peur, une présence plus vaste. Elle comprend que leur tâche n'est pas d'écrire des contes de monstres ni des psaumes d'innocence, mais d'apprendre à être spectateur responsable. Quand elle remonte la fermeture de sa parka, le vent lui mord le cou et la ramène à son corps, à sa taille humaine, à sa gratitude. Le lendemain, ils repartent. Les orques seront peut-être là, peut-être pas. La Grande Blanche ne reviendra sans doute pas. Peu importe. L'équipe sait désormais comment nommer ce qu'elle cherche. Des preuves d'altérité, des arrangements provisoires entre des mondes qui ne se doivent rien et peuvent, parfois, se tolérer. Au bout du fjord, une trouée de lumière ouvre sur la mer libre. La proue y entre comme dans un livre qu'on n'a pas fini de lire.